séance des conférences mensuelles de la SAF. Quelques mots avant de laisser la parole à notre conférencier. Vous vous êtes aperçu qu'hier, même s'ils en ont parlé que 20 secondes à la télévision, le prix Nobel de physique a été attribué à François Engler, un Belge, et Peter Higgs, un Écossais. Nos amis belges sont très très heureux parce que je crois que c'est la première fois qu'ils ont un prix Nobel. Donc ils reçoivent le prix Nobel de physique pour la découverte du boson, en fait, du champ de Higgs. Et vous savez qu'on avait reçu donc le mois dernier Yves Sirois de l'expérience CMS que vous voyez sur la photo ici, qui était justement avec Peter Higgs il y a quelques temps. Il ne faut pas croire que le champagne, ça vient du Nobel. En fait, cette photo date de juillet, mais je pense qu'ils imaginaient que ça pouvait peut-être leur porter chance, ce qui est le cas. Et voilà, le mois dernier, la belle salle remplie. Je vous signale que notre ami Laurent Donge, qui se dévoue pour faire les vidéos à chaque fois, la vidéo a été mise en ligne après moult difficultés. On le remercie d'avoir bien travaillé. Il a fait sauter son PC, je crois, et il l'a réparé maintenant, donc la vidéo est prête. Merci à lui. Je voulais juste vous signaler que au nom de la SAF, j'ai envoyé des félicitations à Yves Sirois pour justement le prix Nobel, et il a la gentillesse de nous remercier et de répondre. Merci Jean-Pierre, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été parmi les principaux protagonistes de la découverte du boson de Higgs, qui a permis de confirmer le mécanisme BEH, Engler-Higgs. Nous étions très heureux d'être explicitement cités, donc Atlas et CMS, pour cette découverte par le comité Nobel. À titre personnel et pour la petite histoire, un moment fort de la cérémonie a été la courte présentation de Bottner, qui a montré un seul résultat pour illustrer celui que nous avons produit par CMS avec mon groupe au LLR. Voilà, donc c'était très sympathique de la part de Yves Sirois de nous répondre, et on le remercie encore d'être venu. Le calendrier des événements astro qui pourraient nous intéresser, il ne vous a pas échappé que le prochain week-end, c'est la fête de la science. Alors un peu partout, je sais que nos collègues de l'IAP ont un programme très intéressant que vous trouverez sur leur site ou en cliquant sur le lien. Ça vaut le coup, hein, c'est vraiment intéressant. Mais l'Observatoire de Paris aussi, à la Cité des Sciences, bon, enfin bref, sur toute la France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Là, vous voyez un peu le programme. Pour ceux qui aiment l'histoire de l'astronomie, Jean Eigenstedt, comme tous les mois, nous présente une présentation sur le Père Chérubin d'Orléans, que je ne connaissais pas moi-même, donc si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre ami François Touchet va partir demain et va faire aussi une conférence à Nantes le 18 octobre sur à peu près le même sujet, je suppose, et nos amis de la Société astronomique de Nantes. Les rencontres transfrontalières, vous êtes au courant par la revue de la SAF. Je signale aux membres de la SAF que la commission de planétologie de la SAF a lieu le 26 octobre, samedi 26 octobre, et nous avons la chance de recevoir Alain Léger de l'IAS, qui va nous parler d'exoplanètes et en particulier de la fin des missions Corot et Kepler et de ce qu'on a pu en retirer. La prochaine conférence publique de l'IAP, vous savez que c'est tous les mois, ça sera le mardi 5 novembre, ça va être super intéressant, c'est la mesure du temps par le directeur du CIRH, de l'Observatoire de Paris. Qu'est-ce que j'ai encore voilà, les prochaines conférences mensuelles de la SAF, donc c'est donc le mois prochain, c'est David Elbas qui cette fois-ci nous parlera de formation de galaxies et des résultats de Herschel. Si aujourd'hui on parle de Planck, vous voyez, on ne sera pas en reste le mois prochain, on parlera de Herschel. La commission de cosmologie, ça sera le samedi 16 novembre. On fait venir Brigitte Roca du consortium de Gaïa. Vous savez que la sonde Gaïa va partir elle va partir bientôt, je ne sais pas si elle va partir quand elle va venir, au 16 novembre.
Comme du consortium Gaïa, il est très important qu'on sache exactement ce que va faire cette sonde qui doit être Hipparcos multiplié par 10 ou 100. Venez nombreux au siège. Pour ceux qui sont de la commission de cosmologie, je vous signale que je sais que la salle est très pleine et on a réfléchi à un arrangement de la salle pour permettre d'avoir un peu plus de monde, comme il y a eu une douzaine de nouveaux membres qui se sont inscrits en Cosmo. Donc on va virer les tables et on espère qu'on pourra accepter tout le monde, sinon on sera obligé de changer de lieu de réunion. Et pour les provinciaux, surtout les Yvelinois, je ne sais pas s'il y a des provinciaux ici, mais des Yvelinois dans l'ouest de Paris, on fait venir le 30 novembre par l'association Vega, Hervé Doll, qui va nous parler aussi de l'univers et de plantes. Alors bon, ça vous l'avez vu, ça c'est le programme donc, de la nouvelle saison des conférences mensuelles de la SAF. Vous le connaissez, il est ici. Pour ceux qui viennent à Genève, il y en a qui viennent à Genève, je suppose, par vous lever les mains. Oui, voilà, bon, d'accord. Donc vous avez tous reçu le mail cet après-midi. Pour les Parisiens, départ 6h45 rue Beethoven, à 6h46 on est parti. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais soyez pas trop en retard, vous savez qu'il faut qu'on traverse tout Paris pour reprendre l'autoroute du Sud. Ça va être un super programme, vous êtes au courant, donc on va passer d'abord à l'Observatoire de Genève, dire bonjour à Michel Maillard et qui va nous parler un peu sur son job, sur Ars, etc. Et on va coucher au CERN, où j'ai réservé 25 chambres doubles. Et le lendemain, grande visite du LHC avec Atlas, avec l'usine des magnets, des aimants, la shop et tout, puis retour Paris. Voilà. Donc j'espère qu'on va s'éclater. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Boucher, qui est déjà venu il y a quelques temps nous voir. Il est responsable de l'instrument HFI, donc l'instrument principal de Planck, et il va nous parler des dernières révélations de Planck. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Est-ce que vous voyez tous? Est-ce que vous entendez tous bien? Ouais. C'est au siège. Bon, merci. On considère commencer par deux choses. L'une, la première, j'espère que vous n'aurez pas. Alors, tu prends celui-là, il faut parler très très. Pardon? C'est pas de l'Allemagne. Voilà. Regardez ce qui fait que c'est. Ça va? C'est mieux? Ouais. Il y a un problème? On parle très près, j'ai du mal à la gorge. Attends. Tu peux te balader avec. Bon, alors d'abord, bonsoir. J'espère que cette première intervention d'une série sur Planck n'est pas le début d'une indigestion, parce que j'ai été un peu effaré par le nombre de présentations qui sont prévues. Le deuxième point, c'est que, étant à une réunion à Cambridge pour préparer ce qu'on va vous révéler dans un an, c'est le programme de Planck, j'ai été sujet à une massive attaque de virus d'Albion, et donc je suis un petit peu fatigué et j'ai pas beaucoup dormi les dernières nuits. Mais on va quand même essayer de vous raconter donc un petit peu les premières lumières de l'univers telles que scrutées par le satellite Planck. Alors je vais quand même commencer par des petits rappels, parce que le tout premier, c'est que évidemment quand on observe la voûte céleste, on verra beaucoup de ces ovales qui sont en fait simplement une représentation d'un déroulé de toute la sphère. On voit évidemment les étoiles de notre galaxie, et puis
si on isole toutes les galaxies une par une, qu'on mesure jusqu'à une certaine distance et qu'on les colore en fonction du décalage vers le rouge de la lumière, on obtient cette image-là qui, effectivement, nous fait tous penser qu'on est en train de voir quelque chose qui n'est pas du tout homogène. On y voit des grands filaments, on y voit des régions sous-denses. Donc ça donne envie d'avoir une vision tridimensionnelle, utilisant le fait que le décalage vers le rouge peut être un indicateur de distance à travers le Hubble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement que si une galaxie est en récession par rapport à nous, si elle s'éloigne de nous, en gros, la lumière qui vient d'elle est en moyenne décalée vers le rouge, notamment un certain nombre de raies caractéristiques. Et donc, on peut utiliser tout simplement le spectre des différentes galaxies pour avoir une idée de leur vitesse de récession et, à travers la loi de Hubble, qui est dans le contexte standard du Big Bang, avoir une idée de leur distance. Et alors, quand on fait ça, on peut donc découper ça en tranches de distance. On obtient, alors ça, l'objet local, là, c'est effectivement notre galaxie, et puis des couches de pelure d'oignon à des distances de plus en plus grandes. Et on peut, après ça, faire une sorte de tomographie. On peut essayer de regarder, au contraire, donc cette fois, en éloignement par rapport à nous, et on construit une image, par exemple, de ce genre-là, où nous sommes là. Et ça, c'est ce qu'on regarde dans une petite tranche quand on s'éloigne de nous. Et donc, ça confirme bien la première intuition, que quand la distribution des galaxies dans l'univers n'est pas du tout homogène, ni même, et que sur des échelles qui sont de la taille de la centaine de mégaparsecs, alors une centaine de mégaparsecs, c'est donc 100 millions de parsecs, le parsec étant de l'ordre de 3 années-lumière, donc on parle quand même de distance véritablement cosmologique, eh bien on voit que l'univers est très inhomogène et avec une structure que vous pouvez imaginer comme étant un peu en bulle de savon, puisque si on fait une coupe comme ça, on intersecte en gros cette structure en bulle de savon, ou si vous préférez, sous forme d'ossature d'une éponge. Alors c'est quelque chose qui maintenant est un classique, et vous avez tous entendu parler de ça, mais en fait c'est pas si vieux que ça, c'est-à-dire qu'au moment où moi je faisais ma thèse, c'était pas du tout l'image qu'on avait. Et ça, c'est des choses qui sont apparues, donc il y a un peu plus d'une trentaine d'années, quand on a pu commencer à sonder des distances aussi grandes et révéler que finalement la structure à grande échelle de l'univers est sous cette forme-là. Alors évidemment, le modèle de Big Bang était déjà là, et donc très tôt, le rêve de le mettre s'est imposé. Et donc, dans quelle mesure on est capable, à partir d'un scénario cosmologique, de reproduire l'émergence de ces grandes structures. Alors, pour vous les montrer à 3 dimensions, j'espère que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà, ça c'est la distribution des galaxies à 3 dimensions, je l'ai fait tourner simplement pour... hop, non, ça, je ne vois pas être ça. Hop, on va s'arrêter là. Donc, et évidemment, on n'a pas de cartographie absolument tout autour de nous, parce que ça consomme beaucoup de temps de télescope. Mais ça vous donne bien une idée de cette structure tridimensionnelle. Alors maintenant, si on regarde un peu plus loin, là, ce que je vous ai montré précédemment, cette espèce d'éventail, c'est uniquement là. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on regarde entre les galaxies et qu'on regarde très très loin? Alors, il faut se rendre compte qu'on est sur des distances véritablement cosmologiques. Et donc, là, il faut commencer à envisager qu'il faut plutôt de l'ordre du milliard d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc, si on pense de l'ordre du milliard d'années, vous imaginez... Ça va... si on est de l'ordre du milliard d'années, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune raison que les objets soient identiques à ceux qui sont aujourd'hui. Donc, a priori, si on est dans un scénario cosmologique, quand on regarde loin, on regarde une coquille telle qu'elle était il y a longtemps. Il faut défalquer simplement le temps de parcours jusqu'à nous. Alors, jusqu'où on peut faire ça? Et puis d'abord, donc on voit bien que, en fait, on n'est pas du tout, on est en train de regarder ce que nous on appelle sur le cône de lumière passée, c'est-à-dire on est simplement en train de regarder des coquilles de plus en plus loin à des périodes de plus en plus tôt. Et donc, naturellement, on en voit les objets de plus en plus tôt, mais pas simplement les objets tels qu'ils étaient plus jeunes, on voit aussi les structures, c'est-à-dire la manière dont ils s'agrègent à un temps plus ancien. Et donc on peut imaginer qu'on commence à voir en fait ces bulles de savon, si vous voulez, telles qu'elles étaient, plus exactement leur intersection, telles qu'elles étaient il y a un certain temps. Un certain temps, voire un temps certain, on parle de milliards d'années là.
Et jusqu'où on peut remonter comme ça? Eh bien, en fait, il y a une limite absolue au temps de parcours du photon, qui n'est pas tout à fait l'âge de l'univers. Là, quand on regarde là, si l'univers a 13,8 milliards d'années, là, il faut un temps de parcours de 13,8 milliards d'années, moins 300 000 ans. Alors pourquoi? Tout simplement parce que plus on remonte dans le passé, plus l'univers est dense, chaud, les distances sont toutes plus petites, puisqu'on est dans un univers en expansion. Et donc, en fait, on remonte à une époque où, en fait, on est dans une sorte de soupe où les objets ne sont pas encore formés. Et même, si on remonte jusqu'à cette surface-là, on remonte à un moment où l'univers est sous forme d'un plasma ionisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus que en gros, vous imaginez, des protons, pour l'essentiel, et des électrons. Et des photons. Plus un peu de perlimpinpin, un peu de neutrinos, un peu d'autres choses, mais pour simplifier, donc on imagine, prenez maintenant, je vais redérouler dans le sens du temps, vous êtes dans un gaz ionisé de protons et d'électrons, parce qu'il c'est chaud, donc les photons sont tellement énergétiques que les protons ne peuvent pas encore se former, les premiers atomes ne peuvent pas encore se former. Et puis au fur et à mesure du refroidissement, à ce moment-là, les premiers atomes se forment et la lumière finit par ne plus interagir, les grains de lumière n'interagissent plus avec la matière. Et de cette manière-là, la lumière va finalement... nous allons être dans un bain de lumière, dans tout l'univers, pas à un endroit particulier, mais cette lumière n'interagira plus quasiment avec la matière, sauf cas exceptionnel, par exemple, avoir un détecteur de Planck qui le capte 13,8 milliards d'années plus tard. Alors, cette image-là, qui est le modèle standard de Big Bang, quand on pense à ce que... alors ça se passe en gros 300 000 ans après le Big Bang. Quand on pense à ce que ça veut dire du point de vue des structures, je vous ai dit, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, quand les choses sont peu formées. Donc normalement, on s'attend à ce que sur cette surface dite de dernière diffusion, de dernière interaction des photons, des grains de matière, des grains de lumière, pardon, avec la matière, eh bien, il doit y avoir des grumeaux primordiaux qui sont les graines de ces grandes structures qu'on observe. Donc on doit les observer d'une certaine manière à l'état de grumeaux. Alors ça a été réalisé il y a assez longtemps. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, on commence par réaliser que dans un modèle de Big Bang, si on veut fabriquer les éléments, etc., on doit avoir un rayonnement qui nous pèse. Ça, c'est ce rayonnement-là dont il s'agit. Ça, c'était les prédictions de Gamow, et puis la découverte, Penzias-Wilson, prix Nobel, etc. Et le raffinement du spectre en question par un autre prix Nobel, John Mather, à bord du satellite Kobe. Bon, mais ce qu'on a réalisé, donc, c'est que ce fond de ciel, parce que c'est vraiment ça, hein, on regarde le fond de ciel, on regarde en fait le bain de lumière dans lequel on est, de grains, mais ceux qui ont interagi pour la dernière fois avec le reste de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Et donc, ce fond de ciel, il doit donc avoir une apparence grumeleuse. Et cette apparence grumeuse, c'est la trace de ces fluctuations telles qu'elles étaient à ce moment-là. Voilà, donc ça a été réalisé il y a déjà un certain temps, et la grande nouvelle, ça a été la découverte par le satellite Kobe, là aussi, autre prix Nobel, George Smoot, qui a fait la première mesure, on va dire, ou détection de ces... alors, je vais utiliser le mot anisotropie. Alors, anisotropie, ça veut dire quoi? Je reviens à l'image précédente. Une anisotropie, c'est une différence en fonction de la direction. Ce qui est isotrope, c'est ce qui est le même dans toutes les directions. Ce qui est anisotrope, c'est justement les variations en fonction de la direction. Et c'est exactement ça qu'on fait. On s'attend à ce qu'en fonction de la direction, le fond de ciel soit légèrement différent et nous trahisse l'état de l'univers à cette époque-là. À l'époque où la lumière a interagi pour la dernière fois avec la matière. Bien. Alors, cette découverte, alors, il y a eu toute une activité théorique depuis longtemps, mais la découverte observationnelle, instrumentale par Kobe, a été le signal d'une véritable avalanche de progrès technologiques qui ont mené dans un premier temps au satellite WMAP et maintenant au satellite Planck dont je vous parle. Et en fait, la conception de Planck, on a démarré à y penser
sous cette forme-là à l'annonce des résultats de Kobe. En fait, Jean Puget, avec qui je suis co-responsable de l'instrument HFI, plus quelques autres, la question se posait naturellement de se dire, maintenant qu'on sait à peu près le niveau où c'est là, et qu'on a une mine d'informations, allons-y. Est-ce qu'on peut être capable de mesurer? Je vais vous dire tout de suite, ça avait quand même un petit côté défi, parce que ce qu'on va vouloir mesurer, c'est des variations, on va appeler de température, mais des variations d'un point à l'autre de l'ordre de quelques millionièmes. Donc, ça ne va pas être en fait une partie de plaisir, et c'est une partie d'aventure. Mais, toujours est-il que ces premières discussions ont mené à des études, à une idée qu'on pouvait utiliser des technologies qui étaient dans le laboratoire, qui pouvaient être développées jusqu'à fabriquer un satellite, et on a proposé d'abord un premier satellite au CNES, au Centre national d'études spatiales. On a d'ailleurs été sélectionné, ça s'appelait Samba à l'époque. Et puis, au même moment, l'Agence spatiale européenne a fait un appel d'offres pour construire la troisième mission de leur programme dit Horizon 2000 de l'époque. Et nous avons concouru. Et nous avons été sélectionnés pour une étude de phase A, donc en vue d'une sélection 3 ans plus tard. Donc on a abandonné notre ticket avec le CNES, ce qui a libéré la place pour ce qui est devenu Coro, donc autre dont vous avez entendu parler. Et nous sommes partis pour 3 ans d'études détaillées, en parallèle avec d'autres. Alors, un autre concept qui était piloté par des Italiens, qui va donner l'autre instrument sur Planck à terme, et puis des missions complètement différentes, de mettre une mission sur Mars, une mission de test d'équivalence, etc. Toujours est-il qu'en 1996, nous nous retrouvons à faire les 6 présentations à l'UNESCO, des 6 différentes missions, et voilà, on a été sélectionnés. Donc derrière ça, et là, on s'est mis à construire. Enfin, à faire des études encore plus détaillées, et tout ça a mené, après un certain nombre de péripéties, à ce moment-là où voilà l'objet qui s'appelle Planck, tel qu'il est à Kourou, après 16 ans d'espoir, de travaux et de pas mal de transpiration, et quelquefois d'anxiété. Alors, je vais pas passer sur le détail de toute la construction, c'est plus. D'ailleurs, je l'ai d'abord raconté déjà par le passé. C'était plus pour situer un peu le contexte des résultats que je vais vous présenter. Alors, le lancement a eu lieu en 2009 de la Guyane française, le centre, le port spatial de l'espace, comme on dit, européen, qui est opéré par le CNES, là-bas. Et alors, voilà, en gros, le cahier de manip, très très abrégé. Bon, en fait, c'est assez abrégé parce que, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a eu du genre de l'ordre de 1000 rapports de qualité, des téléconf à n'en plus finir. Enfin bon, évidemment, c'est un résumé, mais en résumé, à partir du moment où le satellite a été mis à poste, et je vais y revenir, en août 2009, jusqu'au moment où toutes les données ont été acquises, en tout cas pour notre instrument, en janvier 2012, tout ça a marché comme une horloge de manière assez parfaite. L'histoire n'est pas tout à fait terminée, étant donné que le 23 octobre, nous allons tous aller, enfin les membres du Science Team, nous allons à la salle de contrôle du centre d'opération de l'ESA, à Darmstadt, pour envoyer la dernière commande que Planck recevra jamais avant l'extinction totale, et le déorbitage va être transformé en morceaux inertes, mis sur une orbite, etc. Et là, c'est vraiment la fin. L'année prochaine? Non, là, non. Non, attends, c'est... Bon, d'accord. Non? On est combien là? Ah non, mais... Oui, 2013, bien sûr. C'est moi. J'ai écrit ça tout à l'heure, j'étais un peu fatigué, voilà. Non, mais c'est tout à l'heure. La Chine a avancé dans le temps. Non, mais pas quasiment. Dans quelques semaines.
Voilà. Donc en fait, disons, l'histoire du satellite lui-même approche de sa fin vraiment en tant que satellite, puisque, je vous dis, dans quelques semaines, nous allons à Darmstadt envoyer, enfin, une petite cérémonie de passage de la dernière télécommande en état de train. Mais le point essentiel, c'est que les instruments ont été très très stables, ce qui était une des choses nécessaires pour pouvoir être capable de mesurer de manière différente les toutes petites variations entre différents points du ciel. Alors pour vous dire de quoi il s'agit, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est en train de dire qu'on veut mesurer les petites différences de température d'émission entre différents points du ciel, avec une précision qui est de l'ordre de quelques millionièmes de degrés. Tout simplement parce que les écarts entre différents points du ciel ne sont que quelques 100 millionièmes de degrés typiquement. Donc ça, c'est la précision de la mesure. Donc vous imaginez, en gros, prenez, c'est pas un thermomètre, mais c'est l'équivalent, puisqu'on mesure un flux, mais imaginez que vous prenez un thermomètre en fonction de la direction, d'accord, et vous voulez mesurer des millionièmes de degrés. Si vous tremblez, ou si votre environnement de votre thermomètre varie de plusieurs degrés, hein, ça ne va pas le faire. Évidemment, il faut que l'environnement de mesure du thermomètre soit extraordinairement stable. Donc c'est un des grands enjeux, c'est avoir des détecteurs très sensibles. Ça, on a utilisé ce qu'on appelle des volumètres, des petits calorimètres, qui transforment les grains de lumière en chaleur, d'une part, mais il faut par ailleurs s'assurer qu'ils sont dans un environnement thermique extraordinairement stable. Alors pour ça, on a fait plusieurs choses. D'abord, on l'a envoyé au point de Lagrange L2, le satellite. Alors le point de Lagrange L2, c'est un point qui est dans la direction opposée de la Terre en s'éloignant du Soleil. Alors, si vous savez peut-être, quand on va du Soleil à la Terre, on fait 150 millions de kilomètres. Eh bien, vous rajoutez un petit pourcent, 1,5 million de kilomètres, et vous êtes au point de Lagrange, qui est le point qui est d'équilibre, et qui permet donc à un objet qui est situé là de tourner autour du Soleil en restant à la même distance, sous l'attraction combinée de la Terre et du Soleil. Donc on se met au point de Lagrange, c'est là qu'on a été, et puis on refroidit les détecteurs, le cœur des détecteurs, à un dixième de degré du zéro absolu, donc 100 millicars, ou si vous préférez en température en degrés Celsius, de l'ordre de moins 273 degrés Celsius. Okay. Donc c'est très froid, pour éviter que justement l'agitation thermique, etc., ne pollue la mesure. Et alors, quand je vous dis que la stabilité était un point très important, eh bien voilà ce qui a été mesuré. Donc ça, c'est la mesure. La plaque volumétrique, c'est-à-dire l'endroit où sont les détecteurs, ça, l'échelle, c'est de l'ordre de 0,1 millikelvin, millidegrés. Et l'échelle de temps, c'est le début de la mesure, au temps T90 jusqu'au temps 900, c'est-à-dire 900 jours. Donc pendant 900 jours, le cœur de l'instrument est resté à 0,1 K avec une stabilité qui n'a pas varié de plus de 0,1 milli-K. D'accord? Donc une stabilité de l'ordre du millième à un dixième de degré du zéro absolu. Donc c'est une assez belle performance technologique et le cœur de cette performance est dû à l'invention d'un système cryogénique qui a été fait en France au centre des recherches de très basse température, à l'époque ça s'appelait comme ça, en utilisant une technique nouvelle qui n'est pas pour rien dans le succès de Planck. Bien, donc ça c'était une petite minute de technologie, une minute qui a duré plutôt 5 ou 10 minutes, mais qui évidemment, même si j'en parlerai pas beaucoup, ça conditionne les avancées scientifiques, la capacité à mettre en œuvre des techniques de pointe qui permettent justement d'aller mesurer ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Alors, le résultat de base de Planck, le voilà, en bref. Alors, vous voyez 9 cartes du ciel, c'est chaque fois des cartes de tout le ciel, donc Planck regarde fait une cartographie en utilisant toutes les données, qui permet de reconstituer l'émission dans toutes les directions du ciel. Vous reconnaissez le plan de la galaxie, ça, à cet endroit-là c'est le centre galactique, et donc là, ce sont les pôles galactiques. C'est la même représentation que de la première image que je vous avais donnée, sauf que là, au lieu de vous donner une image dans l'optique, je vous donne une image qui est plutôt millimétrique, 100 GHz, ça correspond à 3 mm de longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc, c'est une carte d'émission dans différentes bandes.
Donc c'est l'équivalent des couleurs qu'on met, dans l'ombre, disons, à des fréquences que l'œil ne perçoit pas, hein, puisque c'est plutôt de l'ordre du micro, mais qui, sinon, c'est une image comme une autre. Alors, la table de couleurs a été choisie de telle manière que, en fait, ce qui a une émission de corps noir, ce qui est attendu de corps noir, c'est-à-dire un spectre particulier qui correspond à un rayonnement qui a été en équilibre thermodynamique, par exemple, très tôt dans l'histoire de l'univers, donc en fait, ceux qui nous intéressent, eh bien, on a choisi la table de couleurs telle que un mécanisme d'émission qui est une loi de corps noir est la même, soit représenté par les mêmes couleurs. Et donc tout ce qui varie là, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas ce qu'on recherche, n'est pas ce rayonnement d'arrière-plan. Alors, par exemple, on voit très bien là qu'à haute fréquence, on est dominé beaucoup par l'émission de la poussière dans notre galaxie. C'est ce qu'on voit là. Et ça couvre d'ailleurs toute l'image, vous voyez bien qu'on voit quasiment plus la partie commune d'arrière-plan. Si vous regardez à beaucoup plus basse fréquence, l'autre extrême, en revanche, on est dominé par d'autres mécanismes d'émission de notre galaxie, qui est ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Mais en bref, donc ce qu'on voit, c'est on voit qu'à une fréquence donnée, on constate qu'on observe que l'apparence du ciel est due à la superposition de plusieurs émissions, de nature galactique, mais aussi certains points, il y a des petites galaxies là, donc il y a aussi des sources extragalactiques, il y a aussi l'émission d'amas de galaxies dans certaines directions. Donc, tout ça, c'est une superposition, et donc la manière dont on va s'en sortir pour regarder ce qui est la partie d'arrière-plan, ça va être d'avoir plusieurs images où la contribution des différents mécanismes d'émission va être différente selon l'image. D'accord ? Et donc, l'objectif, c'est précisément de faire une sorte de danse d'essai de voile et de retirer la carte de l'émission, les différents mécanismes qui sont entre nous et la partie qui est le rayonnement cosmologique tel qu'il a été émis il y a 300 000 ans après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Alors, on le fait. Alors, je vous passe le détail sur la manière dont ça se fait. C'est des jolies mathématiques appliquées. Il se trouve que la carte finale qui est sortie de la collaboration avec un mathématicien appliqué qui travaille le bureau en face du mien, qu'on a un peu attiré, et qui a permis de mettre en œuvre aussi un peu le meilleur de la technologie et de la créativité pour sortir au mieux l'analyse de ces données. Alors voilà la carte. Ça, c'est le fond. C'est ce fameux, ce que je vous ai... Alors ça, voilà, ça c'est la distribution de température. Donc c'est un peu reconstitué. Donc de l'émission, de la température en fonction de la direction dans l'intégralité du fond de ciel. Et alors, c'est une carte qui a une assez bonne résolution, c'est-à-dire qu'on voit des degrés de résolution angulaire, c'est de l'ordre de 5 minutes d'arc. En fait, la pixelisation est encore plus petite. Ce qui est approprié pour à peu près sortir toute l'information cosmologique qui est disponible à l'humanité. Et là-dessus, en fait, la table de couleurs, que je ne sais pas montrer, mais est telle qu'on peut distinguer sur cette image des déviations qui sont 1 million de fois plus petites que la moyenne de ce rayonnement. Donc en gros, c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, ce rayonnement, c'est le rayonnement dit à 3K, enfin à 2,7 degrés Kelvin. Et ce que vous voyez là, il y a les plus petites fluctuations qu'on voit sur de l'ordre de quelques millionièmes de degrés Kelvin, comme je vous les avais annoncés. Voilà. Alors, ça, on va se reposer maintenant, se remettre ça. Alors évidemment, cette image-là, c'est ce qu'on a rêvé. Je vais passer un peu plus de temps après sur comment l'interpréter, mais c'est celle qu'on a rêvé, c'est-à-dire celle où, quand on a vu les premières tâches de Kobe, la première détection, avec les tâches étaient plutôt de cette taille-là, et puis avec un niveau de bruit qui était aussi important que le signal, eh bien le rêve c'était précisément de dire qu'on va faire l'image ultime, elle va faire tout le ciel, elle va avoir 5 minutes d'arc et on va avoir la capacité à avoir des contrastes de l'ordre du millionième de degré. Et ben voilà, 20 ans plus tard, la voilà. Alors, je vais maintenant
Donc pour nous, c'était un moment quand même d'assez grande émotion, quand même, quand on a commencé à y croire, à se dire oui, à travers tous les recoupements qu'on a faits, on pense que c'est pas, disons, le rayonnement de la galaxie, ou un mauvais fonctionnement de nos détecteurs, ou, il y a beaucoup de choses dont il faut s'assurer avant de se dire oui, je suis bien en train de regarder le fond de ciel, qui me traduit littéralement avec des petites couleurs, les inhomogénéités, les variations de conditions, il y a 13,8 milliards d'années, qui font que ces fluctuations-là se sont développées là-bas en des choses qui ressemblent à nous, à des galaxies, etc. Donc c'est cette image, en gros, d'un point de l'univers lointain, mais tel qu'il était, disons, à la fin du premier jour, si l'univers avait 100 ans aujourd'hui. Alors, il faut repenser un petit peu à cette image. Je vous ai dit, a priori, bon, on voit des galaxies autour de nous, j'ai commencé par là. Je vous ai dit, on voit qu'il y a des grandes structures, c'est pas homogène. Je vous ai dit aussi, quand on remonte suffisamment dans le temps, on remonte à une époque où matière et rayonnement sont liés, et où on ne voit que les premiers grumeaux. Et c'est cette image-là dont je viens de vous parler. Mais en fait, ça c'est déjà presque tard dans l'histoire de l'univers, même s'il est simple, c'est déjà 380 000 ans. 380 000 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 13,8 milliards d'années. Mais c'est quand même tard. Et en fait, les développements théoriques qu'on a menés dans les années... donc on a commencé dans les années 70, c'est beaucoup développé dans les années 80, et j'ai moi-même participé à une des théories alternatives de comment ces structures sont engendrées dans les années 80. L'idée, c'est que, en fait, pour trouver l'origine de ces grumeaux-là, là, je vous ai dit, on voit leur empreinte. Je n'ai pas dit que c'était là qu'ils étaient engendrés. Si on se pose la question, mais quand est-ce que ça peut être engendré? Alors, on prend, et encore une fois, là, on est dans un domaine où c'est peut-être très tôt dans l'histoire de l'univers, mais les échelles d'énergie qui sont considérées à T égale 380 000 ans, c'est quelques milliers de degrés. Donc on est dans la physique classique. On connaît toutes les lois. Donc à part le fait qu'on applique ça, grâce à la relativité générale, sur des échelles colossales, on connaît la physique. Et donc on peut se poser des questions, est-ce qu'on sait que j'ai engendré ces fluctuations, disons, un peu avant? Ben, la réponse c'est non. Et qu'en fait, quand il faut remonter beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers, beaucoup plus tôt. Et pour le moment, on est plutôt en train de penser à 10-36 secondes après le Big Bang, pour trouver des mécanismes qui permettent d'engendrer de manière naturelle ces premiers grumeaux. Alors ce mécanisme, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, mais disons que celle qui maintenant, dont les résultats de Planck dont je vais vous parler a été considérablement conforté, c'est le mécanisme dit d'inflation. Alors, ça, je vais en dire quelques mots. Cette période d'inflation, l'idée, c'est de dire, on est très très tôt dans l'histoire de l'univers. On est très au-delà du modèle de la physique des particules, du modèle dit standard. Pour vous donner une idée, le LHC, donc le X, tout ça, ça sonde des échelles de temps de l'ordre de 10-9 secondes après le Big Bang. Donc c'est déjà très 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 tard, c'est déjà très très basse énergie par rapport à ce dont je vous parle, qui est plutôt de l'ordre de 10-30 secondes. Donc des échelles d'énergie absolument phénoménales. Où là, on est avant toute matière, on est avant tout rayonnement. On est en fait plutôt, toujours selon ce scénario, dans un état essentiellement de vide, parcouru de fluctuations très énergétiques, parcouru de fluctuations quantiques. Si j'ai cru comprendre, Sirois parlait de bouillonnement des champs, si j'ai bien entendu, c'est de ça dont on parle. Mais là, c'est un champ qui n'est pas le champ de Higgs, c'est le champ qui est plutôt le champ de l'inflation. Et ce qu'on pense, c'est que au cours de cette phase-là, ces petites fluctuations dites quantiques, qui sont celles qu'on ne peut pas empêcher, qui sont dans celles qui sont spontanées dans un milieu, au cours de cette phase-là, il y a eu une phase d'expansion, qu'on appelle quasiment exponentielle, extraordinairement rapide, qui ont permis de transformer l'échelle de taille de ces fluctuations et de les étendre, en gardant leur contraste,
jusqu'à des échelles littéralement cosmologiques, phénoménalement grandes. Donc en fait, cette théorie qui paraît absolument incroyable, mais qui est basée sur de la mécanique quantique assez simple, c'est finalement, très tôt dans l'histoire de l'univers, on est dominé par une force d'énergie qui n'est pas encore ce dont on parle nous, enfin de ce qui nous entoure plus exactement. Et au cours d'une phase d'expansion et de dilatation extraordinairement rapide, les fluctuations quantiques du vide sont étendues, dilatées jusqu'à des échelles absolument phénoménales et vont être, par la suite, la source de croissance de toutes les structures et notamment de toute la complexité. Alors donc là, cette espèce de parcours que je vous propose, c'est donc de dire, alors on n'est pas encore, c'est bien après le temps de Planck, donc on n'a pas, 10-36 secondes, c'est quand même encore 1000 fois plus tard, quoi, vite dit, par rapport au temps de Planck. Donc on n'est pas dans un domaine où on peut se dire, mais comment vous pouvez dire quoi que ce soit, vous avez besoin de gravité quantique, on l'a pas, vous n'avez pas cette théorie, donc on est au-delà du modèle standard, mais on est quand même dans un domaine où on peut utiliser la gravité habituelle et, disons, le formalisme de la mécanique quantique. Alors, donc l'idée, c'est donc, il y a cette phase d'inflation, elle génère les fluctuations primordiales, elles vont se développer pendant 380 000 ans. À un moment donné, matière et rayonnement se découpent, la lumière garde l'empreinte des grumeaux tels qu'ils sont à ce temps il y a 380 000 ans, et 13,8 milliards d'années plus tard, avec nos petits détecteurs, on enregistre la variation de flux qu'on reçoit entre différentes parties. Alors, maintenant revenons. Donc si je regarde à cette image, maintenant je vais essayer de vous la faire lire telle que moi je la vois. Je vous ai dit, ces fluctuations sont engendrées quasiment au temps zéro, 10-36 secondes. C'est tellement ridiculement petit qu'on a beaucoup de peine à le concevoir. Et elles vont simplement évoluer, en fait sous forme d'onde acoustique, pendant 380 000 ans. Donc en fait, vous imaginez bien que pendant ces 380 000 ans d'évolution, les choses peuvent bouger. Une onde sonore, par exemple, va pouvoir se propager sur une certaine distance. Quelle est cette distance maximale? En gros, la distance maximale pour toute interaction, c'est la distance que peut parcourir la lumière pendant 380 000 ans. Si on regarde à quoi ça correspond sur cette image, ça correspond à 1 degré sur le ciel. Donc en fait, on peut séparer cette image en la lissant à l'échelle de 1 degré, en gardant que l'image à grande échelle, c'est celle-là, et puis faire la différence entre les deux, et regarder la structure à petite échelle. Alors là, dans cette opération, et donc ce que ça veut dire simplement, c'est que cette image-là, c'est la somme de ces deux images-là, ça c'est la partie grande échelle au-delà du degré, et ça c'est la partie petite échelle en deçà du degré. Ce que je vous ai dit, c'est que, a priori, à toutes ces échelles-là, la lumière n'a pas eu le temps de parcourir la distance qui sépare deux points de l'image. Donc là, vous voyez, si on a compris ce qu'on fait, vous êtes en train de voir littéralement l'empreinte non modifiée des fluctuations quantiques du champ, de l'inflation, du vide, à t égale 10-36 secondes. Et vous le voyez avec vos yeux. Bon, certes transcrit avec des couleurs, etc. Mais vous voyez direct de ces fluctuations quantiques du vide qui engendrent la complexité. Alors ça, c'est quand même un peu phénoménal, quand même. Donc, on observe quelque chose. Nous, là, on est là, on regarde une image qui a été imprimée il y a 13,8 milliards d'années, mais dont une partie de l'image, la partie à grande échelle, est en fait totalement non modifiée depuis les tout premiers instants de l'univers. Alors, c'est un côté satisfaisant. Et puis, on peut aussi se poser la question, mais alors finalement, c'est quoi là tout ce qui est là, qu'est-ce que vous en faites? Ben, il se trouve que ces fluctuations, pendant ces 380 000 ans, elles vont évoluer. Je vous ai dit, en fait, elles vont évoluer sous forme... Ces grumeaux, en fait, ils vont osciller, parce qu'il y a la pression du rayonnement. Enfin bon, ils vont avoir de la physique classique qu'on peut parfaitement décrire. Simplement, le détail de cette évolution-là va dépendre du cocktail,
C'est-à-dire dans quel univers on se trouve. Si vous imaginez que vous faites une expérience de pensée, vous prenez ces fluctuations et vous les mettez dans un univers où il y a un peu plus de rayonnement, un peu plus de matière, ou qui s'étend un peu plus vite, vous rajoutez un peu des perlimpinpins divers et variés, vous allez avoir, en fait, pour les mêmes conditions initiales, vous allez avoir, aux petites échelles, des fluctuations qui ne vont pas avoir la même tête, parce qu'elles auront évolué dans un cocktail qui est légèrement différent. Donc vous voyez qu'à ces plus petites échelles, vous voyez en fait la trace, ou l'empreinte, c'est déjà qui existait là. Ces fluctuations sont transformées selon, en fait, la recette de l'univers. Donc vous avez accès directement, enfin, quasiment directement, à ces propriétés de l'univers à grande échelle. Et donc c'est pour ça que vous avez non seulement quelque chose sur les conditions initiales, mais aussi sur les propriétés moyennes de l'univers dans lequel elles se sont développées. Donc voilà ce que cette image, parce que moi j'y vois, même si on peut évidemment me dire, mais l'inflation, vous n'y étiez pas là, oui certes, j'étais pas là, mais en revanche, on y reviendra peut-être un petit peu, d'un point de vue méthodologique, de toute façon, tout ce qu'on fait toujours, c'est toujours de développer des modèles et de les confronter avec des observations, et déclarer qu'à un moment donné, un modèle est un bon modèle parce qu'il est capable de décrire de manière cohérente et si possible économique les observations, et éventuellement il va même permettre de faire des prédictions. Donc ce qui nous permet de penser que finalement on comprend, entre guillemets, la manière dont les choses évoluent. Oui. Pourquoi on a choisi 1 degré? Non, on n'a pas choisi. C'est quand on regarde la distance que peut parcourir la lumière pendant 380 000 ans, ça correspond à une certaine échelle en nombre de mégaparsecs. Quand on regarde cette échelle de mégaparsecs à cette distance-là, ça correspond à 1 degré sur le ciel. Et en fait, ce degré-là, il code une information supplémentaire, c'est qu'en fonction du degré de courbure de l'univers entre nous et t égale 380 000 ans, ce degré, en fait, ce chiffre-là encode la courbure moyenne de l'univers. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais donc en fait le degré, c'est simplement la traduction du fait qu'il y a une certaine distance, qui est la distance que peut parcourir un rayonnement, et que cette échelle caractéristique est vue à une certaine distance de nous. Voilà, c'est de là que sort le degré. Donc, mais une fois que toute l'explication est donnée, voilà, quand je regarde cette image-là, aux échelles plus grandes que le degré, dans le cadre explicatif qu'on a, eh bien, je vois les choses qui n'ont jamais pu communiquer entre elles. Enfin, je vois des points du ciel où il n'y a pas eu le temps pour que quelques processus, quelques messagers puissent passer entre eux et, disons, leur dire de s'homogénéiser ou de fabriquer cette image. Voilà. Alors, ça c'est pour vous donner une petite idée, justement, c'est aussi dans le... J'ai regardé un petit coup d'œil dans le document, voilà, ça c'était la carte de WMAP, maintenant c'est celle de Planck, vous voyez un zoom, vous voyez que la carte de Planck est beaucoup plus détaillée, et alors ça va avoir un intérêt, parce que le fait qu'on ait une mesure beaucoup plus détaillée de toutes ces petites structures, etc., ça veut dire qu'on comprend beaucoup mieux le cocktail univers, les différents paramètres, et que, en fait, ça va nous aider à remonter, disons, aux toutes premières époques, qui vraiment, disons, la période de l'inflation. Bon, si j'ai le temps, je reparlerai de ça un peu plus tard. Alors, évidemment, j'ai essayé de le faire un peu avec les mains, mais maintenant, comment se fait ce contact avec la théorie et les modèles? Parce que finalement, ce que vous voyez, c'est des petites tâches. Et donc, il y a bien un moment donné, les petites tâches, il va bien falloir le traduire en quelque chose qui soit un peu plus mathématiquement solide. Alors, en fait, d'abord, quand on a quelque chose sur la sphère, on fait une transformée en harmonique sphérique, c'est une transformée mathématique qui permet, en gros, d'enregistrer. Vous pouvez imaginer que ça, c'est comme si, imaginez que vous regardez la sorte que la Terre soit entièrement recouverte d'océan, qu'il y a des vagues. Et vous pourriez vous poser la question de, finalement, ça c'est une superposition de vagues de différentes tailles, hein, d'accord? Donc en fonction de la distance crête à crête, eh bien vous allez vous poser, crête à crête des vagues, vous allez vous poser la question de quelle est la hauteur de ces vagues. Et vous allez faire un diagramme qui va vous donner, en moyenne, moyenné sur toute la sphère, quelle est la hauteur des vagues
de cette image, qui permettent de fabriquer cette image en fonction de la taille de ces vagues. Alors, par exemple, voilà une courbe de ce genre-là. Et bien, cette courbe de ce genre-là nous dit, ben voilà, à une certaine échelle caractéristique, 1 degré justement, on s'attend à ce que les vagues soient plus hautes. Ça, c'est la hauteur des vagues en fonction de leur fréquence, en fait. Désolé, c'est la fréquence, c'est pas la longueur. Donc, en fait, d'un point de vue théorique, en fait, on ne prédit pas une image comme ça. Parce que on n'y était pas, on ne peut pas donner de détails. Tout ce qu'on peut dire, c'est, voilà, dans un certain type de théorie, les vagues d'une certaine taille vont être plus ou moins hautes. Vous ne pouvez pas dire, la théorie ne va pas vous dire, autrefois, dans tel coin de l'univers, il y avait une vague à tel endroit. Ça, c'est pas possible. Bon, tout ce que vous pouvez dire, c'est, si je fais un census, une mesure de l'ensemble des vagues, je vais voir qu'en moyenne, celles de telle taille sont plus ou moins hautes. C'est ça que vous allez pouvoir faire. C'est ce que cet objet-là fait. Cet objet-là dit, voilà, je vais mesurer, je transforme cette image pour mesurer la taille des vagues en fonction de leur hauteur. Et ça, c'est ce que la théorie est capable de prédire. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on a envie d'aller mesurer dans le ciel. Alors, un petit mot sur la théorie, comment ça se passe? En fait, il faut donner un certain nombre d'ingrédients. Il faut commencer par avoir un cadre conceptuel général. Donc il va falloir commencer par avoir des choses du genre, il existe des lois qui sont les mêmes partout dans tout l'univers. Par exemple, la relativité générale s'applique de la même manière là-bas il y a longtemps qu'ici et maintenant. Ça, c'est une chose. Vous allez pouvoir éventuellement postuler, pour voir si c'est utile, que l'univers est en moyenne homogène et isotrope. Vous allez avoir un certain nombre de principes de ce genre-là. Donc en gros, vous allez avoir des lois. Et puis vous allez aussi définir un contenu de l'univers. Vous allez dire, ah mais oui, mais cet univers-là, ce cocktail-là, je vais le faire, puisque je suis théoricien, donc je peux faire ce que je veux. Je vais mettre tant de neutrinos, tant de matière usuelle, je vais le faire étendre comme ça. Donc vous allez définir des paramètres. Et puis avec un peu de sueur, plus exactement de technologie qu'on apprend à l'école, la grande école, on est capable de tourner la manivelle, entre guillemets, de dire, et ben voilà comment elle doit ressembler, voilà à quoi elle doit ressembler cette courbe-là dans cet univers-là. Et puis évidemment, vous pouvez faire ça sur différentes hypothèses. Vous allez pouvoir varier les détails des paramètres du modèle, et à chaque fois, vous allez obtenir une courbe un peu différente. Et puis vous allez dire, par exemple, supposons que les fluctuations primordiales, au cours d'une phase d'inflation, par exemple, elles aient eu telle propriété. Ça fait partie aussi de vos paramètres, des choses des ingrédients que vous cherchez à mesurer. Donc, tout ça mis bout à bout, finalement, ce qu'on fabrique, et ça a été fait bien avant même qu'il y ait les premières mesures, c'est avec la théorie. En fait, moi je développais des courbes de ce genre-là, c'est pour tout vous dire, avant même qu'il y ait la première mesure instrumentale avec Kobe. Donc c'est un cas très très particulier où, en fait, on a développé le cadre théorique beaucoup, avant même d'avoir eu les premières observations, ce qui fait que quand on a vu qu'une partie de nos développements prédisait effectivement ou permettait de décrire ce qui était observé, c'est un sentiment assez agréable. Voilà. Et qui fait penser que on est quand même sur le bon chemin. Parce que c'est pas par hasard qu'on tombe sur une courbe de ce type-là. Alors, pour résumer ce que je vous ai dit un peu d'une autre manière, voilà, cette courbe-là, eh bien, ce type de courbe, voilà, quand on varie certaines propriétés de l'univers, sa courbure, son contenu, son énergie noire, sa matière noire, etc., eh bien, la courbe se déforme comme ça. Donc vous pouvez voir que cette courbe, finalement, c'est une empreinte digitale d'un type d'univers donné. Et donc, c'est très facile. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un catalogue d'empreintes digitales préexistant. On va mesurer l'empreinte digitale de l'univers et on regarde ce qui correspond. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas tout à fait, mais il y a quand même un petit contenu supplémentaire, c'est que mesurer une empreinte digitale, on pourrait dire, oui, mais là je la constate. C'est un peu plus que ça parce que c'est quand même à partir de physique, c'est-à-dire de lois, de choses qu'on comprend. Et donc en fait, ce diagramme-là qui sort de cours que je faisais il y a 15 ans, c'est pas le détail, mais
on comprend exactement pourquoi la courbe se déforme de telle manière en fonction de tels paramètres. Donc il y a une intelligence derrière, on comprend ce que cette empreinte-là nous indique de manière détaillée. Et une des raisons pour lesquelles on peut faire ça, c'est que c'est des toutes petites fluctuations qui sont de l'ordre d'un millionième de degré, et que comme c'est des toutes petites fluctuations, les mathématiques deviennent plus simples, et on sait les faire, ça s'appelle la mathématique linéarisée. Et donc c'est pour ça qu'on a une assez grande confiance qu'on est capable de prendre un modèle, y compris aussi incroyable que l'inflation, de le plonger dans le modèle de Big Bang, et de calculer l'intégrale, ce qu'on attend d'une mesure. Et donc après, d'envisager d'inverser le mécanisme et de dire finalement, quels sont les modèles d'univers qui sont compatibles avec les mesures. Alors voilà, ça c'est la vraie courbe. Ça c'est la courbe mesurée par Planck. C'est-à-dire quand vous prenez cette image-là et que vous faites la transformation en termes de hauteur des vagues en fonction de leur fréquence. Les points là, c'est les points de mesure. Ça, c'est les incertitudes. Et à part là où vous pouvez voir les incertitudes parce que ça tient simplement au fait qu'il y en a on a un univers fini, donc bon, je ne vais pas en parler plus longtemps. Ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, les barres d'erreur sont plus petites que la taille des points. Voilà. Donc en fait, on a mesuré très précisément, disons, la valeur moyenne de la hauteur des vagues à cette fréquence-là. Et ça, c'est très nouveau. C'est en fait un des cœurs scientifiques de l'expérience Planck. Pour vous donner une idée, au moment où on a fait la proposition, on n'avait aucune idée si cette courbe elle pouvait ressembler à ça ou à ça. Puisque, encore une fois, au moment où on a pensé le satellite, il existait ces points-là, rouges. Ça, c'est la mesure par Kobe. Et 3 ans plus tard, quand on a fait la proposition à l'ESA où on a été sélectionné, ça, c'était la situation observationnelle. Ça, c'est le premier pic, celui-là. Là. Voilà. Ça, c'était l'ébauche de ce premier pic, autour du degré, tel que c'était au moment de la sélection. Et voilà donc où on en est aujourd'hui. Alors, j'ai fait une chose supplémentaire sur ce diagramme. Je vous ai non seulement mis les points observationnels, mais je vous ai aussi mis un ajustement d'un des modèles, une des empreintes digitales qu'on avait en stock. Ça marche pas mal quand même. Ça marche pas mal. Hein. C'est un modèle à 6 paramètres qui suffit a priori pour décrire toute l'évolution moyenne de l'univers et toutes les propriétés des fluctuations primordiales qui ont engendré la complexité. Il y a 6 paramètres. C'est quand même incroyable, non? Alors, ces 6 paramètres, plus un peu de physique, plus un peu des lois, la relativité générale, etc., mais c'est 6 paramètres. Alors, c'est assez incroyable. Alors, si on pense à ce qu'on a fait finalement, là, dans les échantillons qui sont dans la cave de l'IAP, qu'on a analysé pour fabriquer les cartes, etc., on est parti de 500 milliards d'échantillons, à peu près. Et on a compressé l'information avec pas mal de travail, pas mal de gens, un peu d'informatique, en 9 cartes qui faisaient chacune à peu près 50 millions de pixels. Chacune. 50 millions de pixels, c'est pas loin de ce que vous achetez à la carte dans une caméra standard. Maintenant, on est à 20 millions de pixels dans une bonne. Donc c'est pas si énorme que ça. Donc là, on est à 9 cartes de à peu près 50 millions de pixels chacune. De ces 9 cartes, je vous ai dit, on les combine pour séparer les différents composants, enlever ce qui est par exemple les contributions de la galaxie, etc., pour voir la contribution qui vient d'arrière-plan. Donc on sort une carte, que je vous ai montré, qui est une carte qui fait à peu près 50 millions de pixels, qui est la carte de la distribution de la température du rayonnement du fond du ciel. À partir de ça, on a fait une transformation qui permet de décomposer ça en hauteur de vague. Et en fait, bon, il y a 2 millions de modes harmoniques, mais disons qu'il y a 2000 chiffres. Il y a une compression sur la courbe que je vous ai montrée, c'est en gros 2000 chiffres. Et ces 2000 chiffres, on peut parfaitement bien les décrire statistiquement, c'est-à-dire qu'on voit que ça suffit d'utiliser un modèle à 6 paramètres pour les décrire. Et le point peut-être le plus important,
un point aussi important que le précédent, c'est que nous ne voyons aucune indication de la nécessité d'un 7e paramètre. Eh bien, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez imaginer des tas d'objets bizarres dans l'univers qui vont être décrits par un 7e paramètre. Et vous dites, ben voilà, supposons que cette composante supplémentaire existe. Est-ce que j'ai besoin, imaginons par exemple que ça soit une quantité, par exemple, imaginons que ça soit la masse des neutrinos, tiens. Ben on dit, est-ce que j'ai besoin d'une masse importante des neutrinos? La réponse est, ces mesures-là sont compatibles avec 0. Mais vous pouvez faire ça avec beaucoup d'autres alternatives. Vous pouvez le faire ça avec, a-t-on besoin d'une courbure, enfin d'une géométrie spatiale de l'univers qui ne soit pas plate? La réponse est non aussi. Donc en fait, derrière ça, il y a beaucoup d'alternatives, qui sont le pain quotidien, disons, en gros des théoriciens depuis 25 ans, c'est d'inventer des tas de possibilités, justement on peut maintenant confronter avec les données pour dire, est-ce que les données en ont besoin? Et la réponse c'est, pour décrire les données, pour le moment, au niveau de précision où on est, la réponse est non. Alors, non, je vais. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 6 paramètres? Alors, il y en a 2 qui sont utilisés pour décrire les propriétés générales des fluctuations primordiales, disons, au temps de l'inflation, c'est-à-dire au moment où elles sont engendrées, les toutes premières fractions de seconde. Et pour ça, on décrit des choses de manière très simple, très générique, c'est pas besoin d'être compliqué du tout. C'est simplement une distribution invariante d'échelle, donc en loi de puissance, de la hauteur des vagues des grumeaux primordiaux en fonction de leur taille. Et tout ça dit simplement, voilà, il y a une distribution de taille qui n'a pas d'échelle caractéristique, et je décris ça simplement par 2 chiffres. Voilà, j'ai besoin de ces 2 chiffres. Et puis j'ai besoin de décrire un peu le contenu de l'univers, et ça, j'ai besoin de la quantité de matière usuelle, il y avait H2 dans notre langage, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai aussi besoin, ce que vous savez sans doute, c'est qu'il y a besoin d'avoir une composante de matière sombre dite froide, qui n'interagit pas directement avec le reste, avec le rayonnement, qui gouverne aussi, qui a un impact sur le fond de ciel, peut se décrire avec une grande précision avec un paramètre. Et puis il y a des tas d'autres choses qu'on pourrait... alors ça, on pourrait en rajouter, mais ça c'est le contenu minimum. Et puis, évidemment, quand on spécifie ça dans le cadre d'un modèle, on peut avoir des tas d'autres choses qui vont en dériver, parce que dans l'intérieur du modèle, une fois que vous avez spécifié ça, vous avez la quantité d'énergie sombre, l'âge de l'univers, enfin vous pouvez fabriquer des grands tableaux impressionnants des grandes caractéristiques de l'univers, mais tous ces chiffres-là ne sont que des chiffres déduits de ces chiffres fondamentaux, une fois spécifié le modèle. Et voilà. Même l'énergie sombre? L'énergie sombre, elle n'est pas dans les paramètres. Oui, parce que j'ai dit que le modèle était... J'étais un peu rapide. J'ai pris un modèle minimum à courbure spatiale plate. Et donc, à partir du moment où j'ai dit que la courbure spatiale est plate, les autres, l'énergie noire, elle fait le complément. Mais c'est quelque chose qu'on peut tester. Alors, voilà ce que fait Planck tout seul. Donc, en oblitérant tout le reste de la cosmologie, toutes les autres manifs, tout ce qui existe. Voilà ce que Planck dit. Et donc, ça, encore une fois, c'est une bonne description de ce qui est mesuré. Parce que, évidemment, trouver des paramètres, mais qui aboutissent à une courbe qui décrit pas bien ce qu'on observe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, c'est la courbe verte que je vous ai montrée précédemment. C'est là. C'est les paramètres de cette courbe-là que je vais vous indiquer maintenant. La courbe verte, là, qui ajuste ces points rouges de très bonne manière, qu'on peut vérifier statistiquement que c'est correct. Et ben voilà. Voilà les valeurs. Bon, c'est pas très important comme ça, c'est des chiffres. Ce qui est important, c'est les barres d'erreur. Et les barres d'erreur sont toutes petites. Ça veut dire que, en fait, on peut pas s'écarter beaucoup de ces valeurs-là, sinon on décrit plus la courbe. Et alors il y a un des paramètres, par exemple, qui est décrit avec une précision absolument phénoménale, qui est 0,07%.
fait, bon, je veux dire, encore une fois, moi je vous dis, bon, jeune homme, on faisait de la théorie dans un domaine où il n'y avait pas une seule observable. Donc c'est quand même, bon alors c'est vrai que j'ai beaucoup vieilli, mais quand même, ça s'est fait quand même assez vite. Et alors il y a une chose qui nous intéresse particulièrement, qui est un des résultats essentiels de Planck, c'est cette ligne-là. Alors je vais quand même, avant de dire quelques mots sur cette ligne-là, on a fait donc beaucoup d'autres études complémentaires, on a comparé avec ce que d'autres échantillons, par exemple, de la distribution des galaxies autour de nous nous indiquent, par rapport à... Bon, en gros, on a fait le tour de la cosmologie, on a vu si on aboutissait à une description cohérente avec les autres expériences, la réponse est oui. On peut donc, à partir du moment où on peut pas, en particulier, combiner avec certaines expériences pour obtenir une précision encore plus accrue, et en gros, voilà ce qui définit aujourd'hui le modèle cosmologique. Voilà, il est là. Voilà les chiffres qui décrivent, disons, le modèle des manuels. Voilà, celui que vous allez trouver, par exemple, les physiciens des particules éditent chaque année, le Particle Physics Data Group donne les valeurs des différents paramètres, des masses des particules, enfin de toutes les propriétés de l'univers. Ben voilà, ça c'est le contenu qui décrit en gros notre modèle d'univers. Et ce que vous voyez, il y a ce chiffre-là, vous voyez qu'il vaut 0,96, là, plus ou moins 0,005. Donc vous voyez que ça, vu cette barre d'erreur, là, vraiment on exclut 1. C'est vraiment pas 1 ce chiffre. C'est vraiment pas 1. La probabilité qu'avec une mesure de ce genre-là, ça soit 1 est inférieure à de l'ordre d'1 million. Donc elle est vraiment très très faible. Donc en gros on a déterminé que ce paramètre-là ne valait pas 1. Alors pourquoi je vous fascine avec la valeur 1 de ce paramètre? Il se trouve que cette valeur 1, c'est la valeur qui décrit, ce paramètre décrit la taille relative des grumeaux aux différentes échelles dans les conditions primordiales, c'est-à-dire à 10-36 secondes. La valeur de 1 correspond à des grumeaux qui ont tous le même contraste en fonction de la taille. Donc, qui sont une invariance d'échelle exacte et complète. Et quand la théorie de l'inflation a été développée, le premier calcul quantique qui a été fait des fluctuations, c'est un calcul par M. Mukhanov et M. Chibisov. Mukhanov qui est encore vivant, qui est Michel Blaise Pascal à Paris, qui est passé à certains moments, etc. Voilà, ce qu'ils ont montré, ils ont dit, bon voilà, sous des conditions très générales de généricité de la théorie, c'est-à-dire sans aller chercher à rajouter des trucs à dormir debout, vite dit, eh bien, on s'attend à ce que normalement, les grumeaux, ils n'aient pas exactement le même contraste en fonction de la taille. Dit autrement, la prédiction, c'est il y aura ce chiffre-là, NS devrait valoir 0,96. Le chiffre qui vaut 1 quand il y a l'invariance d'échelle stricte et qui ne vaut pas tout à fait ça, si ce n'est pas le cas. Eh bien, la prédiction, et ce qui a été conforté après par les autres calculs théoriques, etc., c'est que dans le cas de l'inflation générique standard, on attend à ce que l'écart à l'invariance d'échelle soit paramétré par ce paramètre NS qui vaudrait de l'ordre de 0,96. Donc depuis très longtemps, on est obsédé, on peut dire, je crois que c'est un peu vrai, par savoir est-ce qu'on peut démontrer si NS est différent de 1, on peut le démontrer, ce qui serait un apport absolument essentiel à notre compréhension et à, disons, le fait que l'inflation est une bonne théorie qui a fait une prédiction bien avant la mesure. Et ce que vous voyez là, eh bien, ce chiffre-là, c'est 0,96. C'est vraiment pas 1. Et ça, c'est la première fois qu'on le sait. Donc ça, c'est un des résultats qui est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, c'est pour ça que je prends le temps de passer dessus. C'est que voilà, il y a des chiffres qui ont peut-être une précision plus importante, mais finalement, on n'en tire pas beaucoup plus de science. C'est-à-dire la quantité de baryons, par exemple. Une fois qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de baryons dans l'univers, que bon,
parce que nous ne faisons que quelques pourcents du tout, peu me chaud, entre guillemets, de savoir si c'est 4% ou 4,2% ou 5%, ça ne change pas grand-chose de mon point de vue. Ça ne m'intéresse que parce que si je le mesure très bien, alors je vais être capable de mesurer d'autres choses très bien, pour ce qu'on appelle briser des dégénérescences entre des paramètres. En revanche, cet écart de quelques pourcents à 1, celui-là, il est hautement significatif. Et c'est ça c'est de ça dont on est assez content, c'est que ce qu'on voit en bref, c'est que au niveau de description scientifique que je vous ai donné, qui n'est pas complet, mais qui est déjà très avancé, on voit qu'on peut décrire le cœur des données avec un modèle très simple, qui n'a que 6 paramètres, et l'un d'entre eux décrit la distribution de contraste des fluctuations primordiales en accord total avec des prédictions qui ont été faites dans les années 80. Donc c'est pas tout à fait le X, parce que eux, il aura fallu encore plus longtemps pour y arriver, mais c'est quand même un peu la même idée, c'est-à-dire que des idées très novatrices, qui pouvaient même paraître folles peut-être, établies dans notre cas, des années 80, 30 ans plus tard, un tout petit peu plus, finalement aboutissent à une mesure, après des efforts assez déterminés, d'une assez large communauté de gens. Voilà, maintenant que je suis tombé sur mes pattes, à vous. Je crois que vous venez de répondre à ma question. C'était de savoir si jamais les valeurs des paramètres là, du modèle avaient été fixées indépendamment des observations, ou si jamais vous aviez été obligé de les ajuster au fur et à mesure que vous aviez les observations pour que ça colle bien avec la Non, là en fait on fait un ensemble, on fait une description complète, c'est-à-dire qu'on n'en fixe pas certains, etc. On a un modèle et il se trouve que les données du corps noir cosmologique sont suffisamment puissantes pour contraindre l'intégralité des paramètres du modèle. Ce qui était une plaie pendant les années notamment 80, c'est que, vu les observations qu'on avait, on ne pouvait accéder qu'à un paramètre à la fois. Donc on pouvait toujours se dire, pour décrire, un type d'effet à la fois. Et donc on pouvait toujours avoir différentes combinaisons de paramètres pour expliquer les observations. Ça a été mon pain quotidien, si vous voulez, pendant tellement longtemps. Et ce que promettait l'analyse du corps noir cosmologique, c'est qu'il y a suffisamment d'informations dans ces bosses et ces petits trous, etc., dans leurs détails, pour essentiellement donner une bonne prise sur, en gros, tous les paramètres essentiels du modèle. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout dans l'univers, c'est pas ça que j'ai dit, hein. Mais c'est sur l'intégralité des paramètres qui déterminent, disons, l'évolution à grande échelle et, en gros, la caractérisation globale des fluctuations primordiales. Alors évidemment, on a changé un peu après Planck, le contenu de l'univers est un petit peu différent, mais ça, pour nous, vous avez bien compris, on a mesuré ces paramètres avec plus grande précision, mais c'est uniquement parce que c'est ça qui nous permet d'atteindre les choses, ces précisions, ces écarts de quelques pourcents du point de vue des fluctuations primordiales. C'est ça l'objectif. En gros, WMA, c'est déjà en gros les grandes lignes du satellite précédent, de combien il y a de matière usuelle. Parmi les choses qu'on a, il y a une petite tension sur la valeur du taux d'expansion de l'univers. Nous, on pense que le taux d'expansion de l'univers est un peu plus lent que des mesures directes. C'est notre douille, on discute, on est en train de voir s'il y a des effets systématiques chez les uns et les autres. A priori, nous ne pensons pas qu'il y a caché là derrière un gros caillou, ou un petit caillou, mais qui va nous faire boiter longtemps. Évidemment, sur toutes ces choses-là, il ne faut pas négliger toute indication potentielle, et donc évidemment, on va suivre pour s'assurer que des mesures plus raffinées montrent qu'il y a bien cohérence entre l'ensemble des sondes qu'on utilise. Alors, je vous disais simplement, ça c'est les paramètres premiers, et derrière, on peut en déduire un certain nombre, et vous voyez par exemple, je ne sais plus, l'âge, donc c'est quand je vous parle de 13,8 milliards d'années, c'est une quantité dérivée. C'est
que dans tout ça, on pense que c'est 13,8 plus ou moins 0,058 milliards d'années. Voilà, et donc on vous a tous fait prendre un coup de vieux au moment de l'annonce des résultats de Planck d'environ 50 millions d'années. C'était le 21 mars de cette année, donc si vous avez senti un petit coup de calgon, eh ben, c'était nous. Eh oui, 50 millions quand même. Eh oui, c'est bon, 13,8 milliards, c'est parti. Je reviens quelques instants sur cette histoire de septième paramètre. Évidemment, ce n'est pas septième paramètre, il y a des tas de possibilités. Et évidemment, une partie substantielle de notre activité, ça a été de tester s'il y avait des indications que les données nous demandaient, ou qui auraient au minimum fourni une description des données aussi bonne, voire meilleure. Et bien finalement, il n'y a aucune évidence incontournable de la nécessité d'introduire aucun d'entre eux. Ça, c'est le résumé. Avec des choses qui sont très intéressantes parce que ça commence à être, par exemple, sur la masse des neutrinos, c'est par exemple la meilleure contrainte qu'on a sur la somme des masses. Et donc, on commence à se rapprocher du moment où, entre les limites inférieures nécessaires pour expliquer les oscillations de neutrinos, etc., que les expériences de physique des particules ou les observations nous indiquent, eh bien, on est en train de refermer la fenêtre et à un moment donné, eh bien, on va peut-être finir par trouver la masse de ces neutrinos ou rentrer dans une période de crise si les différents sondes ne disent pas la même chose. On n'y est pas encore parce que c'est pas à la mesure de Planck et c'est une mesure directe dans tous les cas, c'est à peine. C'est pas mesurable dans tous les cas, même par un satellite post-Planck. Pourquoi? Parce que le fond du ciel, parce qu'il y a une certaine résolution angulaire au-delà de laquelle il n'y a plus d'informations, elle a été effacée par ce processus de transition vers la transparence, etc. Donc il y a un contenu d'informations fini dans le fond du ciel. Dit autrement, vous avez un nombre fini de tâches. Le nombre de tâches, vous pouvez les compter, il n'y en a pas un nombre infini, parce qu'il n'y a plus à mesurer de tâches plus petites. Donc le contenu informatif est limité, et Planck se rapproche beaucoup, il a été conçu pour ça, mais il se rapproche beaucoup d'extinction du contenu informatif du fond d'univers, avec un petit caveat. Il y a une information que véhicule la lumière qui s'appelle la polarisation, que Planck mesure, mais qu'on n'a pas encore lâché, je vais vous en dire quelques mots, et qui contient une information supplémentaire. Mais on est proche disons, des limites de ce que le fond de ciel, le corridor cosmologique peut nous apprendre en termes de contenu informatif, et notamment, ça nous limite, vu que l'effet de la masse des neutrinos est un effet tout petit, eh bien, le fait que vous ayez un nombre fini de modes, enfin de points de mesure, donne une limitation intrinsèque à la plus petite masse qu'on peut mesurer. Voilà. Alors, il y a quand même une chose que je vais encore dire, et puis après je vais aller me coucher, parce que je suis complètement spaced out là. Mais bon, je vous ai beaucoup parlé de la hauteur des vagues, etc., mais en fait, c'est qu'une partie du contenu informatif de cette image. Il y a encore autre chose, et ce que dans notre jargon on appelle la non-gaussianité. La non-gaussianité, c'est ce qu'il faut pour décrire, en gros, la statistique. Le mot n'a pas beaucoup d'importance. Quand on regarde ce qui se passe en 3 points, je vous ai parlé de la hauteur des vagues en fonction de leur distance. Vous sentez bien que quand je vous ai parlé de ça, on prenait 2 points, et puis on regardait en gros la hauteur des vagues en fonction de la distance des 2 points. Ça ne suffit pas complètement à décrire une image. Alors, il se trouve qu'on a aussi besoin, dans le détail, éventuellement, de regarder ce qui se passe quand on est en 3 points, les hauteurs relatives d'une vague dans une autre direction. Hein? Vous imaginez bien. Alors, il se trouve que, sous certaines hypothèses, qu'on appelle de gaussianité, en fait, il n'y a pas d'information nouvelle. Voilà, c'est plus l'idée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut tester. Et donc, il y a plein de modèles qui ont été développés au cours du temps, qui montre que dans tel modèle d'inflation particulier, où il y a un événement
où il y a un événement, enfin où il y a une échelle caractéristique de la physique qui intervient au moment de cette phase d'expansion. On peut inventer des tas de modèles qui font que cette statistique gaussienne n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il faut aller mesurer ce qui se passe entre 3 points. Eh bien, allons-y. Nous avons des prédictions de qu'est-ce qui peut se passer quand on regarde à 3 points, et puis vous avez des modèles génériques qui disent il n'y a rien à voir, en gros, on n'apprend rien quand on se met sur le 3e point. Vite dit. Eh bien, nous avons fait la mesure, et nous avons vu que, en tout cas, on n'apprend vraiment pas grand-chose. En fait, on apprend beaucoup de choses, mais on ne voit rien de détectable quand on regarde, quand on s'assoit sur le 3e point. Alors ça se traduit par 3 nouveaux paramètres, là, qu'on regarde, qui sont tous compatibles avec 0. Ça, en fait, le fait que ça soit compatible avec 0 est un aspirateur à modèle, en fait, est un destructeur de modèles extraordinairement efficace. C'est peut-être un des points qui a, avec NS, dont je vous ai parlé précédemment, c'est l'autre point qui a vraiment excité la communauté, disons, des physiciens théoriciens, puisque, d'un seul coup, si je peux me permettre, hein, c'est un peu comme cette mouche du petit tailleur, il y a toute une catégorie, une large classe de modèles qui a été exclue simplement parce qu'elle fait des prédictions comme quoi on aurait dû mesurer quelque chose qu'on n'a pas mesuré, qui est compatible avec 0. Donc ça guide pas mal sur, finalement, qu'est-ce qui est autorisé pour tenter de penser la physique très au-delà du modèle standard, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer directement avec le LHC, qui, je vous rappelle, le LHC, vous mesurez l'échelle de temps 10-9 secondes. Là, on est en train de dire, je ne peux pas vous donner l'échelle précise, parce que ça, j'en sais rien. Mais on est plutôt dans les 10-30, donc beaucoup plus tôt. Donc on est très au-delà du modèle standard, c'est à peu près la seule chose qu'on ait, que l'humanité a à la disposition pour le moment pour fonder ces époques-là. Et ce qu'on a, c'est justement que, voilà, on a fait beaucoup de nettoyage. Alors, on peut résumer d'une certaine manière, à part cet aspect de non-gaussianité, voilà le diagramme qui résume peut-être le mieux ce que Planck dit sur la physique de l'univers primordial. Alors, ça peut être peut-être la dernière chose que je vais faire. La première chose, c'est le contraste relatif des fluctuations primordiales. Je parle là de ce qui se passe à 10-36 secondes. Hein. On ne parle pas de ce qui est mesuré par Planck directement sur l'image, on parle de ce qu'on déduit sur ce qui se passe au moment de l'engendrement des fluctuations. Donc là, c'est la fameuse valeur, si c'était un variant d'échelle, ça serait là. Et puis, donc vous voyez des écarts de quelques pourcents à 1. Sur cet axe-là, il y a quelque chose qui mesure ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire qu'on pense que naturellement, dans un scénario d'inflation, au moment où on génère les fluctuations, les grumeaux primordiaux qui vont engendrer les structures, naturellement on s'attend à générer aussi des ondes gravitationnelles, des sortes d'ondes de l'espace-temps. Bon, vous avez entendu parler d'ondes gravitationnelles, je présume. On en attend. Leur quantité, entre guillemets, est déterminée par ce paramètre R. Ça n'a jamais été mesuré, hein. Bien sûr, ça c'est un des grades potentiels. C'est quelque chose que l'inflation a tout à fait naturellement. Les résultats de Planck, vous prenez par exemple les courbes bleues. Voilà, ça c'est le contour de ce que Planck préfère comme combinaison de paramètres entre quantité d'ondes gravitationnelles primordiales et écart à l'invariance d'échelle. Voilà. Et puis, si on dit un peu moins probable, mais toujours quand même acceptable, vous avez quelque chose d'un peu plus large qui est ça. Voilà, donc en gros, vous avez résumé. En gros, Planck vous dit, tout ça c'est exclu. Tout ce qui est blanc là, c'est de la Terre, c'est impossible. On doit être sur cette île. D'accord? Alors ce que vous voyez, c'est que l'île là, elle est vraiment centrée autour de 0,87, le fameux écart à 1 dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'on exclut vraiment le fait d'être égal à 1. Moi je vais finir par me casser la gueule, mais on exclut vraiment la valeur dite de Harrison-Zeldovich, enfin 1, et on met des limites supérieures, donc on exclut progressivement ce qui est possible. Et alors, les points là qui sont là sont des modèles d'inflation particuliers.
qui correspond à différentes manières de réaliser cette phase d'inflation. Parce que l'inflation n'est pas une théorie fondamentale. L'inflation est une théorie effective. J'en profite pour vous donner encore un autre petit chose en passant. C'est-à-dire que, a priori, l'inflation, c'est une phase d'expansion très rapide, etc. Mais pour décrire ça, on peut décrire ça par quelques propriétés assez générales, ce qu'on appelle une théorie effective. On n'a pas besoin de spécifier dans tout le détail que c'est tel champ, telle particule qui est couplée à telle chose, etc. Donc, alors c'est une bonne chose, parce que justement le détail de la physique très au-delà du modèle standard, on l'a pas. En même temps, ça laisse ouvert des tas de possibilités de manière de réaliser l'inflation. Réaliser en termes de modèles, de recettes détaillées. Et donc, ben voilà, vous en avez un certain nombre. Et bon, voilà un modèle. Ce modèle-là, ben, il colle avec les données Planck. Hein, vous voyez, ses prédictions sont par là, c'est dans la zone, disons, dans le lagon, c'est bon. Celui-là, il est vraiment complètement exclu. No way. Terminé. Celui-là, il est aux poubelles de l'histoire, entre guillemets. Et puis, il y en a, comme celui-là, qui va être très difficile. Alors, on va pouvoir éliminer les autres, mais vous voyez que celui-là, il faut des valeurs très proches de zéro, la capacité à détecter des ondes gravitationnelles primordiales de manière phénoménalement efficace. Ça, Planck ne descendra pas là. Là, on va raffiner les choses. En supposant qu'on ne fasse pas de détection, parce que ça, on n'en sait rien. Mais si on ne fait pas de détection, on va se rapprocher du zéro, mais on pourra continuer peut-être à exclure des modèles, mais ceux-là, c'est pas Planck qui pourra faire une détection à ce niveau-là. Alors c'est assez amusant parce que ce modèle-là est un des premiers qui a été fait historiquement par Starobinsky, qui est le compagnon de Moukhanov, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont partagés le prix Gruber, qui est le grand prix en cosmologie cette année, suite aux résultats de Planck, étant donné les travaux qu'ils avaient faits dans les années 80. Et en fait, assez naturellement, on retombe là-dessus, sur des modèles de ce type-là, quand on essaye d'unifier les idées de champ de Higgs et d'inflation. Puisque dans les deux cas, ce sont des bosons scalaires, etc. Alors, il y a pas mal de gens que ça excite, on va dire. Puisque, ça peut-être que, c'est qu'une possibilité, je le signale en passant, mais peut-être que dans cette convergence entre macroscopique et microscopique, entre LHC et Planck, finalement, il y a peut-être même une connexion plus profonde, on ne peut pas décider aujourd'hui, mais en tout cas qui mérite d'être explorée. Sur la base de ça, on peut, sur la base de ces limites supérieures, on sait que l'échelle d'énergie de l'inflation, si c'est bien la bonne description effective, à ce moment-là, doit être plus petite que, c'est écrit là, 2 10 puissance 16 GeV. Et ça, c'est 2 10 puissance 16 GeV, ça veut dire, ça s'est passé après t égale 10 moins 36 secondes. D'où, c'est tout ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est très tôt, voilà. En fait, ça vient de ce diagramme. C'est-à-dire que c'est de là qu'on sait que ça n'a pas pu avoir lieu plus tôt, parce qu'on l'aurait vu. Je vais quand même vous dire une petite chose parce qu'elle est trop belle. Si vous voulez. Après tout. Oui, je ne vais pas me coucher donc. Bon. Alors, je vous ai parlé. Vous vous rappelez, je vous ai raconté, on est là tranquillement avec notre Planck autour de la Terre, etc. On observe dans la direction opposée, le fond du cosmos, etc. Et on observe des photons un plan de photons, littéralement, qui ont interagi avec la matière il y a 13,8 milliards d'années. Et ce que je vous ai raconté, c'est qu'autour de nous, on voit des grandes structures. Et puis que je vous ai aussi dit que quand on remontait le temps, on voit les structures de moins en moins marquées, évidemment, sous la forme de l'évolution. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à nos braves photons à partir du moment où, je vous ai dit, ils ont arrêté d'interagir directement avec la matière. Donc ils se propagent, mais ils se propagent à travers, quand ils passent sur leur parcours jusqu'à nous, à travers l'univers,
il se déplace à travers les structures, au cours de 13,8 milliards d'années, qui sont en train de se développer, d'avoir un contraste de plus en plus grand. Alors, ils n'interagissent pas directement, mais ces structures-là sont massives. Si elles sont massives, elles vont pouvoir tordre l'espace-temps, et en particulier impliquer une distorsion dite gravitationnelle de l'image, c'est-à-dire que on est en train de regarder le fond cosmologique comme un peu à travers un verre qui serait dépoli ou qui a à variation d'indice ou à variation d'épaisseur, qui déforme un petit peu l'image. Et évidemment, cette déformation est due à cet effet de l'anti-âge gravitationnel par les structures intervenantes. C'est quand même assez... Alors, sache, ce que ça fait simplement, vous voyez, là c'est un petit dessin qui a été fait, bon, très exagéré bien sûr, c'est des tout petits déplacements. En fait, les rayons lumineux, au lieu d'aller en ligne droite, entre guillemets, ils peuvent être légèrement déformés, donc, dans leur parcours, jusqu'à nous. Donc, ce qui déforme l'image. Alors, et nous, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On dit bien, je vous le montre. Ça, c'est une simulation, bien sûr. Voilà, ça c'est le fond de ciel, donc c'est 10 degrés, là, comme échelle. Donc c'est des fameux stages dont je vous ai parlé. Et maintenant, je branche le lentillage. C'est-à-dire, je dis cette image-là, je la propage à travers, sur un parcours de 13,8 milliards d'années, à travers toutes les structures. Voilà ce qu'elle devient. Alors, je vous la fais plusieurs fois. Encore. Alors, vous voyez d'abord que vous n'avez pas complètement perdu le motif de l'image. Hein. C'est la première chose. Vous voyez aussi que c'est un petit déplacement. Petit déplacement. Vous voyez que ça bouge l'image d'une fraction de degré. Quelques arcs-minutes en fait. C'est ça l'effet Hetzel? Non. C'est un autre l'effet Hetzel. Non, là, ça interagit vraiment avec la matière, l'effet Hetzel. Non, là, c'est purement gravitationnel. Mais vous avez vu, donc, je vous ai dit, vous déplacez de quelques arcs-minutes, mais il y a aussi autre chose, si vous regardez bien ce que vous faites, là. Oups, pardon. Vous voyez que ce déplacement est cohérent sur de grandes échelles. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelques arcs-minutes, mais c'est tout ce tas-là qui se déplace de quelques arcs-minutes. D'accord? Je vous le refais. Hein. Donc, vous voyez que, en fait, c'est une déformation très particulière, cette image. C'est un petit déplacement sur de grandes échelles. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça, en gros, dans notre langage, ça couple les échelles entre elles, ça imprime une déformation qu'on va pouvoir mettre en œuvre, en gros, en analysant cette image-là à différentes échelles, justement, en la regardant à différentes échelles. Et le miracle, entre guillemets, c'est que, en fait, on a trouvé des manières, certes, il existe une transformation mathématique qui permet de remonter à quelle est la distribution de la matière qui fait cet effet-là, uniquement en analysant cette image-là. Parce qu'on utilise cette propriété qu'on n'avait pas utilisée précédemment quand je vous parlais des vagues de différentes tailles, etc. Là, je vous dis, j'utilise quelque chose de supplémentaire. Je vous ai dit, c'est un petit déplacement sur de grandes échelles. Je suis en train de coupler les échelles, là. D'accord? Donc je cherche une information que je n'avais pas utilisée jusqu'à maintenant, et j'utilise le fait que je sais exactement, étant donné ce que je comprends de la gravité, du modèle, etc., je sais exactement quelle est cette signature. Donc je vais aller chercher cette signature dans les données. Oui. Qu'est-ce que voit Planck? C'est after. 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 Donc votre grande carte, c'est after. Ah oui, la grande carte, ce qu'on observe, c'est pas ça, c'est ça, quelques déformés. Elle est donc faussée. Faussée, oui, enfin disons qu'elle contient cette information, et quand je vous ai montré la courbe dite des théoriciens qui montait ça, il y a un côté l'effet de Nancy qui est incorporé dans les calculs depuis longtemps, et que si on ne l'incorpore pas, on dit des bêtises. Premier point, oui, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les types de physique qui font qu'au bout, quand on analyse l'image en termes de vagues de différents contrastes en fonction de l'échelle, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi des petits effets dus à la propagation entre t égale 380 000 ans et aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pas complètement, on l'observe pas complètement directement, il y a une petite correction qu'il faut prendre en compte. Ça c'est un.
Mais deux, on peut aller au-delà et utiliser des propriétés de l'image pour reconstituer à la fois à quoi ressemble cette image-là non perturbée. Bon, mais ça, c'est pas ça qui est intéressant. Ça, on savait déjà analyser. Mais ça nous dit surtout, c'est quoi les propriétés statistiques de ce qui est là. Et ce qui joue là, ce qui a un impact, c'est tout ce qui pèse, y compris de la matière éventuellement noire qui n'interagit pas avec la lumière. Eh bien, allons-y. Faisons-le. Bon, ça, c'est la partie mathématique. Eh bien, voilà. Ça, c'est la distribution de la masse projetée dans tout l'univers entre nous et T il y a 380 000 ans. Là, donc, ce que vous pouvez voir, c'est que là, sur le chemin, là, entre T il y a 80 000 ans et T il y a 13,8 milliards d'années, donc sur ce grand chemin, là, il y a une concentration de masse projetée qui a déformé un petit peu l'image et on a pu le reconstituer. Évidemment, on n'arrive pas à le reconstituer dans le temps de la galaxie. Il ne faut pas exagérer quand même. Mais c'est quand même phénoménal. Vous avez devant vous quelque chose qui trahit la présence de toute la masse pesante, indépendamment du fait qu'elle soit lumineuse, hein, sur tout l'univers observable. Matière sombre aussi. Ça, c'est matière sombre. En fait, c'est presque toute la matière sombre. Les baryons, nous, ça compte 4%, c'est pas grand-chose. C'est presque toute la matière sombre. Alors, je vais vous donner, pour que vous ayez une image plus intuitive de à quoi ça correspond, voilà une petite image que vous reconnaissez peut-être. Voilà sa même image à la résolution angulaire de l'image que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un certain nombre, on a un contenu informatif fini, il n'est pas infini, hein, donc on arrive à reconstituer qu'à certaines échelles, pas les toutes petites. Enfin, c'est quand même, ça c'est quand même reconnaissable. Même si, bon, Paris, ça commence à être un tout petit peu difficile. Et alors maintenant, mais il faut rajouter aussi, ce processus-là, il est stochastique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain bruit de cette mesure, on va dire. C'est un bruit fondamental qui fait qu'on n'a pas accès à toute l'information. Je ne vais peut-être pas itérer plus que ça, mais donc voilà en fait le niveau de signal quand on rajoute le bruit attendu. Alors là, ce que vous voyez, c'est que vous arrivez encore à voir l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord, alors au Canada, j'en parle pas. Hein. Nous, là, je ne sais même plus où on est, là, par là. Donc vous voyez que cette image, il n'y a que les extrémas qui correspondent directement à ce qu'on voit vraiment. C'est pour ça que je vous ai montré un des points extrêmes en vous disant là, il y a plus de matière, etc. Parce que dans les autres cas, en fait, on ne voit pas directement. L'information est là, mais elle est dominée par le bruit de reconstitution de cette image-là. Néanmoins, on peut, je vais sauter ça parce que c'est trop compliqué à expliquer, mais on peut regarder si, en fait, on attend bien en moyenne des concentrations de masse quand on voit, par exemple, qu'il y a plus de galaxies ou plus de traceurs des grandes échelles. La réponse est oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder en un point et être sûr que là, il y a une bosse, mais quand vous regardez tous les endroits où il y a une bosse, que vous faites la valeur moyenne, vous êtes sûr que là, en moyenne, il y a une bosse. Maintenant, si c'est trop compliqué, c'est pas grave. Le point est, quand même, qu'on a pu, pour la première fois, fabriquer une image de l'intégralité de la distribution de matière, quelle qu'elle soit, sur tout l'univers observable, que ça sera difficile de faire beaucoup mieux que Planck à ces échelles-là, parce que Planck sort toute l'information, mais que c'est quand même une nouvelle ère pour une certaine astronomie, parce que, en revanche, si on a plus de résolution angulaire, vous avez beaucoup de modes, et si vous faites donc des mesures à beaucoup plus haute résolution angulaire que Planck, par exemple, avec des télescopes de 8 mètres au sol, etc., vous allez pouvoir compléter cette image, et donc avoir une image beaucoup plus, en combinant, hein, donc c'est pas à la place de, c'est en combinant avec les données Planck, on va améliorer cette image, et on va pouvoir, alors là on va encore franchir une étape, si on combine ça avec des reconstitutions de la distribution de matière qu'on peut obtenir par d'autres effets de lentillage de galaxies d'arrière-plan, alors on va pouvoir penser, grâce au satellite notamment Euclide qui a été décidé dans l'objectif et qui est aussi avec pilotage à l'IAP mondial, par Yannick Mélier, on peut imaginer qu'on va
être capable de faire à terme de la tomographie, c'est-à-dire qu'on va être capable de reconstituer, y compris à 3 dimensions, une idée de la distribution de matière sombre dans l'univers, alors qu'elle ne la voit pas, qu'elle n'interagit pas avec la lumière directement, mais uniquement indirectement par la courbure de l'espace qu'elle impose, et donc en regardant des objets déformés, on pourra déduire la présence et la distribution de toute la matière sombre. Alors là, bon, je vous emmène un petit peu sur le futur, on est un peu au-delà de Planck, mais là je pense qu'on va pouvoir... Oh oui, ben ça je vais le laisser. Non, ça je vous fais pas. Je vais juste un petit point là. Ça paraît trop beau pour être vrai. En fait, quand on regarde dans le détail, il y a des petites anomalies. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ça fait partie des choses qui nous amusent, qui nous excitent, qui ne sont pas... Il y a à certains endroits, très exactement, là, ces 2 points-là, sont légèrement trop bas par rapport au modèle. Bon, je ne vais pas vous en dire plus que ça, légèrement trop bas. Ça a une chance sur 100 à peu près de se produire, statistiquement. Donc c'est pas suffisant. Mais c'est peut-être l'indication qu'on commence peut-être à voir la queue d'une bête bizarre qu'on n'avait pas encore vue. Mais peut-être pas. Donc ça fait partie des choses où il y a pas mal de gens qui écrivent, y compris des modèles théoriques, qui permettent éventuellement de rendre compte dans ce type de modèle-là, prédire, et de prédire d'autres observables, d'autres conséquences ailleurs, avec d'autres qu'on va pouvoir éventuellement aller chercher, par exemple avec Planck ou avec d'autres expériences. Donc ça, je vais le sauter. Donc en conclusion, la première conclusion peut-être, c'est que c'est quand même un grand succès pour les hommes en général et pour l'Europe en particulier. On a fabriqué une très très belle machine qu'on a rêvée dans les années 92-93 et finalement elle a fait ce qui était attendu, cette machine, elle a collecté les données telles qu'on l'espérait, elle a même dépassé nos espérances dans un certain nombre de domaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est dans un domaine qui était quand même un peu la chasse gardée, disons, des États-Unis, il faut quand même bien le dire, donc on a une certaine fierté à avoir repris le flambeau, un peu comme pour le LHC. Là aussi, l'Europe a repris, disons, une place dans ce domaine scientifique, ce qui est un peu satisfaisant quand on est scientifique. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que finalement, quand on fait l'analyse, eh bien, on a un très très bon accord entre cette hauteur des vagues, cette courbe que je vous ai montrée, et, disons, un modèle minimum, générique, sans fanfreluche, qui n'a que 6 paramètres. Et la valeur d'un de ces paramètres est telle que ça apporte beaucoup d'eau au modèle de base de l'inflation qui correspondait à un écart à l'invariance d'échelle dont je vous ai parlé, ce fameux paramètre non égal à 1, qui est un des résultats très importants de Planck. Par ailleurs, on n'a pas observé d'onde gravitationnelle primordiale, ni d'effet dit de non-gaussianité, et ça apporte beaucoup de contraintes aux gens qui fabriquent les modèles pour aller au-delà de la physique du modèle standard. Et pour conclure, bien évidemment, je ne vous ai pas parlé de tout le reste de la science qu'on peut faire avec Planck, qui est très au-delà de... Je vous ai montré qu'il y avait 9 quarts du ciel. Ces 9 quarts du ciel, je vous ai dit comment on en extrayait une des composantes, le corps cosmologique. Mais on apprend des choses sur la distribution du CO dans notre galaxie, par l'effet Elsoniel-Zeldovich sur les amas, on apprend des choses sur le fond infrarouge. Il y a une mine là, dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'était un choix. Mais bien évidemment, ça fait partie de la science de Planck. Et puis, eh bien, l'année prochaine, on travaille d'arrache-pied pour, à l'été prochain, avoir analysé la deuxième moitié des échantillons qu'on a collectés, pour un total de 900 milliards. Et on espère réussir à analyser les données dites de polarisation, c'est-à-dire une information complémentaire, étant donné que les données de polarisation telles qu'on les a sont affectées d'effets systématiques qu'on n'a pas encore complètement maîtrisés. C'est pour ça qu'on ne les a pas livrés ce coup-ci.
Et notre objectif, c'est d'avoir fait une analyse de ces données polarisées pour l'année prochaine. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Bon, formidable, merci François. Je suppose que vous avez des questions, mais je prends déjà rendez-vous l'année prochaine pour les résultats de la polarisation, si j'ai bien compris. Là, tu n'y coupes pas. Là. Donc, des questions? Oui. Passez par les frais et micro. Et vous avez plein de choses disponibles sur le site www.plante.fr. Oui, super. Tout d'abord, félicitations pour ces exposés. J'ai cru comprendre qu'en décortiquant les résultats de Planck, vous avez récupéré quelques indices qui sembleraient confirmer l'hypothèse de l'inflation. Ma question est triple sur l'inflation, elle me tarabise. Je l'ai souvent à l'esprit, je n'arrive pas à trouver une réponse. Est-ce qu'on a une idée du phénomène physique qui a déclenché l'inflation? Est-ce qu'on a une idée de d'où est sortie l'énergie qui a propulsé l'inflation? Et est-ce qu'on a une idée du phénomène qui a arrêté l'inflation? Alors pour le dernier, oui, il y a pas mal de... On ne connaît pas le détail de la manière de finir l'inflation, mais ce qu'on appelle la partie RI, le réchauffement, etc. Bon, d'abord, c'est pas complètement critique pour les niveaux de description dont je viens de parler. Le détail dépend du détail du modèle qu'on pose, mais les grandes lignes sont bien connues et bien comprises. En revanche, si on parle de l'énergie de l'inflation, ça revient un peu à dire l'énergie de l'univers, ça revient un petit peu à dire pourquoi quelque chose plutôt que rien. Et là, je vais tirer un joker en disant ça ne sera pas pour cette fois, même si, bien sûr, il y a des théories spéculatives qui sont alors encore plus au-delà du modèle standard, vous avez entendu parler du modèle d'inflation éternelle, etc., où on peut, en postulant que la physique a une certaine forme très au-delà du modèle standard, on peut naturellement produire des univers comme ça qui se détachent les uns des autres. Enfin bon. Mais alors là, on est très loin du contact avec les observations pour le moment. On n'a pas d'indication, on n'a pas pour le moment à ma connaissance, de prédictions auxquelles on pourrait s'agripper pour dire, bon, ça c'est un effet, que si ce type de théorie marche et est correct, alors il doit y avoir ça. Et à ce moment-là, on peut dire, est-ce qu'on est capable de construire une machine pour le faire? Pour le moment, on n'a pas ce genre de poignée, donc on a des scénarios qui permettent d'aborder, alors c'est pas du tout un exercice vide, c'est des scénarios qui nous permettent d'aborder ce genre de questions, non plus de manière mythologique, mais en essayant d'utiliser les outils de la physique, de la logique, etc. Mais on est encore loin du contact avec les expériences, qui est le cœur de la physique. Voilà. Donc, merci. Merci pour votre exposé. Là, vraiment, j'en ai appris plein aujourd'hui. Ma question, j'ai posé à Hervé Dole il y a 3 jours à Meudon, c'est que pour lui, l'inflation de 10,35 à 10,32 secondes, qu'on appelle Bitcoin, eh bien, l'univers s'est accru de la moitié de sa taille et depuis les 10,32 secondes jusqu'à aujourd'hui, et c'est accru de l'autre moitié. J'ai lu par contre dans un livre du CNRS que l'inflation, entre la fin de l'inflation et aujourd'hui, l'univers ne s'est accru que de 1000 fois sa taille. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'inflation, il aurait eu 13,5. Non. Il y a un peu des confusions d'échelle. Le facteur 1000 de dilatation, c'est entre la surface de dernière diffusion et nous, c'est-à-dire entre 380 000 ans et maintenant. Donc ça, il y a un facteur 1000, c'est pour ça que le potentiel d'ionisation de l'hydrogène qui correspond à quelques milliers de degrés, quand on dilate d'un facteur 1000, c'est pour ça qu'on arrive à 2,7 degrés Kelvin aujourd'hui. C'est simplement la diminution d'un facteur 1000 de la température due à ce facteur 1000 en expansion. Maintenant, donc ça c'est une confusion d'époque.
revanche, je ne pourrais pas vous donner comme ça le chiffre magique, mais si vous parlez de 10-36 secondes, si c'était un univers dominé par le rayonnement, ça c'est en T puissance 1,5 le transfert. C'est pas correct, c'est un T2 tiers, etc. Mais c'est une puissance fractionnaire du temps, mais vous avez 10-36 secondes à 13,8 milliards d'années, ça fait certainement plus que 1000. Voilà, en bref. Donc, le chiffre trop fatigué pour faire le calcul de tête là, mais je peux vous assurer que c'est plus. Sur le chiffre d'Hervé Dole, vous n'avez pas de... Il faudrait que j'ai le point précis. Il m'a dit l'univers s'est accru pendant l'inflation autant qui s'est accru depuis. Ah, alors ça en revanche, oui, ça c'est. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais ça ne me choque pas. C'est-à-dire qu'il y a le même taux, le même nombre d'exponentiation, de dilatation phénoménale pendant ces périodes-là. Oui, ça me paraît. C'est pas quelque chose que je sais, c'est quelque chose que je peux redériver sur un point d'enveloppe, mais ça ne me paraît pas déraisonnable. Voilà. Une expansion à 10 puissance 30 mètres par seconde, c'est très largement supérieur à celle de... Encore une fois, Pierre, je vais me coucher. Une autre question aussi. Et je ne vais pas tarder très longtemps parce que là, je suis vraiment fatigué. Question peut-être naïve. Dans votre système de 6 paramètres, est-ce qu'on est sûr que la seule combinaison qui correspond avec ce qu'on a observé, c'est celle que vous avez montrée tout à l'heure, ou est-ce qu'il y aurait d'autres combinaisons qu'on n'aurait pas testées, parce que ça fait quand même beaucoup de combinaisons assez importantes? Alors, c'est une très bonne question. J'ai essayé de l'amener d'une certaine manière en disant que la seule chose qu'on faisait, c'était de comparer un modèle avec ses paramètres, avec des observations. La première question qu'on devait d'abord se poser, c'est qu'au sein de ce modèle, il y a plusieurs jeux de paramètres qui rendent presque aussi bien compte des données. Ce qu'on appelle dans notre jargon la dégénérescence des paramètres, c'est-à-dire la dégénérescence de l'effet. C'est-à-dire que certaines combinaisons de paramètres, si par exemple vous obéissez à une certaine équation qui conserve une certaine relation entre les paramètres, vous n'avez pas d'effet observable, ou quasiment pas observable. Alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles on fait des mesures de plus en plus précises. C'est qu'à un certain niveau de précision, vous avez des dégénérescences, c'est-à-dire que vous avez plusieurs explications, plusieurs combinaisons de paramètres qui décrivent aussi bien le résultat. Ce qu'on prend en compte évidemment quand on dit les choses et quand on met des barres d'erreur, etc., tout ça c'est inclus. Quand on fait des précisions, quand on fait des mesures plus précises, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à être sensible à de nouveaux effets qui réagissent de manière différente aux différents paramètres. Et donc, ce que vous faites, c'est que ces nouvelles données brisent les dégénérescences en question. Planck arrive, en étant proche de sortir tout le contenu informatif de la température, brise quasiment toutes les dégénérescences au sein d'un modèle minimum à 6 ou 7 paramètres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque. C'est aussi très nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait des dégénérescences de longue date qu'on connaissait. Je veux dire, c'est pas... Puisque quand on fait une exploration des différents paramètres, c'est ce qu'on fait, on se rend compte que, bah oui, on peut l'expliquer de deux manières. Donc en fait, on ne met pas des barres d'erreur, en fait, on met des patates dans un espace multidimensionnel. En fait, c'est ça qu'on fait vraiment. Mais on trouve les endroits dans un espace à plusieurs dimensions. Vous mettez une dimension par paramètre, donc si vous avez 6 paramètres, vous avez votre espace à 6 dimensions, et vous regardez les coins de l'espace à 6 dimensions qui permettent de décrire les données. Alors, ça répond quand même pas complètement à votre question, parce que c'est toujours, là j'ai toujours utilisé au sein d'une classe de modèle donné, j'ai spécifié l'espace de 6 paramètres. Et vous allez pouvoir me dire, tout à fait logiquement, bon, vous m'avez parfaitement répondu pour votre espace à 6 paramètres, mais et s'il y en a un 7e? Alors, nous avons commencé à aborder cette question-là, on regarde les données dans un espace à 7 dimensions, et on regarde s'il y a quoi que ce soit qui nous dit, quand j'explore cette dimension supplémentaire, est-ce que je ne trouve pas d'autres minimums, d'autres endroits où ça marche bien? La réponse était, rien de convaincant pour le moment. Et puis vous pouvez aller encore plus loin et dire, mais peut-être qu'il y a des explications encore plus radicales, c'est-à-dire que je peux changer encore de manière plus radicale le cadre conceptuel. Et peut-être que certains des paramètres ne sont qu'une description effective, qui marche bien, mais qui ne sont pas des paramètres fondamentaux.
Et donc peut-être que finalement, ce qu'on décrit comme étant des caractéristiques de l'inflation sont peut-être, en fait, alors ça c'est une théorie alternative, des paramètres d'une phase dite pré-Big Bang, une phase qui serait épirotique, de contraction lente, etc., qui aboutirait au bout à quelque chose qui, du point de vue de la mesure, ne serait pas différent. Donc là, on pourrait avoir une modification non pas de la mesure, mais des résultats, ni même des chiffres, mais de la manière dont on les interprète. Et pour vous, ça paraît peut-être un peu abscon ce que je dis, mais pensez tout simplement à la gravité. On n'a pas changé la manière dont tombent les pommes. Mais avec Einstein, on ne pense plus la manière dont les pommes tombent de la même manière. On n'a plus une force, etc. On a l'espace qui est courbé. Donc, on n'est absolument pas immune. Bien évidemment que le cadre conceptuel que je vous ai décrit, j'ai essayé d'être prudent quand je parlais d'inflation, c'est quelque chose, c'est une théorie effective qui marche bien, on est très très fiers d'aller trouver ces paramètres et qu'ils ont été prédits, mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a pas une description qui aurait les mêmes effets dans un cadre physique plus large, qui un jour ne sera pas développé sous la pression d'observations autres. Voilà. J'en ai profité parce que c'est au-delà un petit peu de votre question, mais je crois que c'était le... Est-ce qu'on peut une dernière question ou... Non, d'accord. Alors, on remercie... Je vous donne rendez-vous donc le 13 novembre avec David Elbaz du CEA Saclay, qui va nous parler des dernières nouvelles sur la formation des étoiles et des galaxies avec l'apport du satellite Herschel. Bonne soirée.